Et joyeux anniversaire Yarléane. Et oui, petit cachotier, j'ai mes infos. Et je te souhaite aujourd'hui, le jour de la sortie de Tales of Lego, un très joyeux anniversaire. Merci à toi de faire vivre ce magnifique format. J'apprends énormément de choses et j'espère que beaucoup de gens apprennent beaucoup de choses grâce à toi. Je vous laisse maintenant avec l'épisode. Et bonjour à tous, bonjour à toutes, YouTube, bienvenue dans ce 4e numéro de Tales of Lego, je ne sais pas, je suis perdu dans les chiffres. En tout cas, 4, 3, oh. on a fait 2 Skywalker, un Bush et un clone, donc c'est le 5e. Le 5e dédié... Ah oui. Oui, on a fait 2 Skywalker. Donc dédié aux Mandaloriens. On va construire le casque du Mandalorien tout en parlant du Mandalorien. C'est la promesse de Tales of Lego, vous construire des Lego tout en vous parlant un petit peu de l'univers Star Wars, des petites anecdotes, voilà, des choses que vous connaissez, que vous ne connaissez pas, des quiz, des sondages, des tier lists, des what if, on fait plein de choses. Et pour ça, j'ai ma caution univers Legend Canon, Yarlen, salut à toi. Salut à toi, salut YouTube. T'as la forme ce soir? Ouais, très motivé. Et surtout c'est vrai que j'en ai pas parlé avant un petit peu en off dans le stream, mais on a une semaine de retard, parce que déjà avant c'était toutes les 2 semaines et on s'est dit peut-être que de faire une émission tous les mois ça pouvait être sympa pour pas, parce que moi les sets Lego faut les acheter, voilà, faut après alors c'est économiser. D'aucun direct, ce n'est pas un problème vu la quantité de sets Lego qu'il y a à la maison, mais quand même si je veux que l'émission elle dure un petit peu dans le temps, si j'en fais un toutes les 2 semaines, vraiment dans 4 mois je suis à sec quoi, donc là ça me laisse un petit peu de temps de me refaire entre deux. La semaine dernière, il y a des petites annulations parce que j'étais pas en forme pour faire. Et là, je suis à fond, je suis remonté. Et puis, j'ai vraiment envie de construire cette Lego. Je l'avais dit à l'Arena Off, je l'ai dit à Twitch, mais c'est un Lego que j'ai depuis plus de 1 an chez moi et que je n'ai pas fait alors que j'ai très envie de le faire. Donc voilà, là, enfin, je vais pouvoir l'avoir. Pour vous faire un petit peu le plan de cette émission, on va parler dans un premier temps de ce qui est un petit peu les premières apparitions des Mandaloriens, à savoir les apparitions dans les films, et puis après on fera un petit bond pour aller jusqu'à la série Mandalorian qui a mis sur vraiment une scène très grand public la faction, le peuple mandalorien, puisque jusque là ça restait quelque chose quand même de spécialiste. Voilà, dans les films c'était pas énormément traité, et donc voilà comment c'est revenu à cet endroit là, et Yaren aura plein de petites anecdotes à nous conter sur ces périodes là, et puis moi j'essaie de construire sans trop faire de boulettes, voilà, mais vous savez ça, vous en avez l'habitude des petits moments où je bug sur mon Lego. Je vais couper Yarlen évidemment toutes les 3 minutes comme d'habitude, enfin voilà, vous ne serez pas dépaysés. Et je vous parlerai aussi, je vous montrerai le Razor Crest qui est ici, et on aura l'occasion aussi de parler du Razor Crest UCS alors que je n'ai pas, mais s'il y en a qui l'ont dans le stream, qui veulent faire un peu un retour, et puis on regardera quelques photos parce qu'il vaut quand même le coup d'œil à regarder tellement il est impressionnant. Oui. La petite vidéo sur le site Lego. Ouais, elle est classe. Il porte ça là. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un truc énorme. Oui, il y a un truc énorme, c'est réellement ça. Voilà, donc ça c'est pas du tout la bonne visualisation. C'est laquelle? Je suis perdu. Voilà, on est là. Hop, moi je vais me mettre comme ceci pour la construction. Écoutez, voilà, on a le petit, comme d'habitude, en haut. Il faut que je mette au bon endroit les petites instructions que l'on voit avec, comme d'habitude, des petites descriptions. On va pas tout lire, on explique comment marche une pièce orange. On aura 5 paquets à réaliser et on démarre avec le paquet 1 et on démarre avec donc Yarlen sur la première partie. Voilà, on est sur la première fois qu'on a vu un Mandalorien à l'écran, à savoir ce très cher Boba Fett. Exactement, tout à fait. Donc officiellement, l'apparition des Mandaloriens dans l'univers de Star Wars débute en 1978, un petit peu avant la sortie de l'Empire contre-attaque, puisque pour l'épisode numéro 5 de cette saga, George Lucas avait pour ambition de réaliser des super Stormtroopers, ou des super Troopers, comme on les appelait, pour la bataille, notamment sur Hoth. Et donc, avec son équipe de designers, ils avaient commencé à réaliser différents croquis d'une super armure que devraient porter les soldats de l'Empire.
Donc, comme il expliquait Lucas, à chaque fois qu'ils ont une idée de personnage ou de créature, les designers vont toujours faire plusieurs modèles. Et après, on va comparer ces modèles-là et puis ils vont choisir la proposition qui leur semble la plus pertinente, la plus intéressante. Et parfois en apportant quelques modifications ou en mélangeant des idées de ci, de là. Donc là, du coup, on a eu le droit à un personnage de Stormtrooper, de Super Stormtrooper, qui, dans les dessins et les croquis originaux, est très, très proche de la version finale, à une exception près par rapport donc à la version Boba Fett, c'est que forcément, le concept était de couleur blanche. Blanche, puisque, pour rappel, hein, ça devait être des Super Stormtroopers. Voilà. Donc, une fois le dessin validé, eh bien, c'est parti au département conception-réalisation, où là, on a eu donc différents artistes qui ont réalisé et construit une armure au format grande taille, hein, pour un acteur. Un costume, quoi. Enfin, voilà. Voilà, un costume. Et pour tester ce costume-là, la petite anecdote, c'est que ils avaient personne sous la main et est passé l'un des monteurs de l'équipe de Lucasfilm. Et George Lucas dit pourquoi pas lui là? Là, il semble avoir la bonne taille pour rentrer dans le costume. Il a une grosse carrure. C'est ça. Donc le monteur qui passait par là, on lui dit viens là, viens essayer le costume. Et puis en effet, par chance, le costume lui allait comme un gant. Donc c'est lui qui a commencé à faire la première armure de Mandalorian. Exactement. Donc à l'époque, donc ça devait toujours être une armure de Stormtrooper. Ouais. Et on avait donc un espèce de journaliste qui avait été ensuite recruté pour présenter le costume avec tous les équipements, parce que ça c'était donc au ranch de Lucas. Sachant que l'équipe qui commençait la production et le montage, elle se trouvait dans les studios de Londres. Ouais. Donc du coup, ça a été filmé à San Francisco, et ensuite ça a été envoyé à l'équipe qui se trouvait à Londres, en disant voilà, ça va être le fameux costume des Super Stormtroopers pour l'Empire contre-attaque. Ouais. Sauf que après quelques études, George Lucas s'est rendu compte que au niveau du budget, qui était quand même assez serré, réaliser plusieurs dizaines d'armures en live action, ça allait être compliqué. Ouais. Parce que dans son optique, lui, ce qu'il voulait, c'est avoir une centaine de figurants portant cette super armure de Stormtrooper et qu'on filmerait pour la bataille de Hoth. D'accord. Donc, après calcul, il s'est bien rendu compte que ça allait être impossible de fabriquer sans armure. Et donc là, il a eu une idée. Il a dit, bon, on va pas perdre ce qui a déjà été fait. Alors réfléchissons, et qu'est-ce qu'on peut en faire? Et après réflexion, eh bien, il a opté pour en faire un nouveau personnage. Et il s'est dit, voilà, en fait, on va en faire un chasseur de primes, tout simplement parce qu'il a quand même un style assez intéressant. À savoir que l'idée des chasseurs de primes était déjà de toute façon dans les tuyaux pour le scénario de l'épisode. Voilà, l'épisode dans 5, le script. Quoi. Voilà, exactement, puisque dans l'Empire contre-attaque, rappelez-vous, on a cette fameuse scène qui se déroule sur le vaisseau de Vador et où on voit les 5 chasseurs de primes alignés. Ouais. Et avec en dessous les officiers qui disent qu'est-ce que c'est que cette racaille, oui, c'est ça, on n'a pas besoin. Débarrassez-moi. Donc, Dengar, Bossk. Alors, on avait IG, Boba. 4 Elom, là, enfin 4 Lom, avec l'autre là qui s'appelle Zucus. Tu sais, ceux qui ont. Alors, donc, tu as le droïde avec tête de mouche, et puis tu as la créature tête de mouche. Ouais, d'accord. Voilà, donc, c'est Zucus, je crois, comme ça qu'il s'appelle, et puis donc le droïde 4 Lom. Donc, tu as ces deux-là, tu as Dengar, comme tu as dit, tu as Bossk, et puis tu avais Boba. Donc, voilà, hop, il part sur l'optique d'en faire un chasseur de primes. Et à savoir aussi que dans ses inspirations, donc si on regarde bien le style de Boba Fett, il y a deux inspirations qui sont très chères à George Lucas. La première, c'est l'inspiration d'origine médiévale.
le côté chevaleresque, puisque le fameux casque de Boba Fett, rappelez-vous, il a une visière en T. Donc cette visière en forme de T, elle est très inspirée des casques, des casques médiévaux, hein, tout simplement du Moyen-Âge. Je monte juste, pardon, il y a un petit défaut sur une des pièces, là c'est assez rare pour le souligner. Il y a une pièce qui a une grosse rayure. Elle est pas fêlée. Elle a une grosse rayure avec une différence de niveau en fait, comme s'il y avait un autocollant dessus, je sais pas, c'est chelou. Mais bon, c'est au milieu du truc, je pense pas que mon casque va s'effondrer à cause de ça. Mais c'est tellement rare que voilà. Je compte bien me faire rembourser ce set. Prends une photo. Et la deuxième inspiration qui est également très, très chère à George Lucas, c'est le western. Et l'élément que l'on retrouve tiré du western, vas-y, dis-moi ce que c'est. Est-ce que tu as deviné? Le fusil? Non. Tiré du western. Ouais, rappelle-toi les westerns de Sergio Leone. Le fouet, le chapeau de cow-boy, le cheval. Non. La musique. Avec Clint Eastwood. Le cigare. Qu'est-ce qu'il porte? Non. Qu'est-ce qu'il portait souvent à part son chapeau, Clint Eastwood? Et ça a été également un sujet de controverse dans Jedi Fallen Order. Poncho? Bah oui, voilà, la cape, la fameuse cape, qui est en fait fortement inspirée du poncho, parce que ça, George Lucas, il en était fan aussi. Ouais. Donc voilà, cette petite cape façon poncho, qui rajoute également un style, et là aussi, tu as un des spécialistes des effets spéciaux et des bruitages. Quand il a travaillé sur la démarche de Boba Fett, il s'est dit, mais attends, la logique pour compléter tout ça, ce serait d'ajouter un petit bruit très caractéristique. Tu sais lequel? Les talonnettes, non? Un peu petit bruit, pas les talonnettes. Non. Un accessoire aussi des cow-boys. Et qu'on retrouvait aussi dans les films avec Clint Eastwood. Il a des éperons, non? Exactement. C'est vrai? Alors, il a pas vraiment des éperons, mais tu feras attention, quand Boba Fett marche dans l'Empire contre-attaque, tu entends un petit son d'éperon. Voilà, d'accord. C'est assez discret, c'est assez subtil, mais là aussi c'est un petit élément et qui leur paraissait tout à fait de toute façon, logique. Ça colle très bien parce que les personnages chasseurs de primes, il y a vraiment un style qui est très très sympa dans Star Wars, et effectivement il y a un peu ce côté, comme maintenant que tu le dis, cowboy, oui, voilà quoi, Far West. C'est ça, l'autre grand chasseur de primes qui fait extrêmement cow-boy. Tu devrais voir tout ça. Cad Bane avec son chapeau. Exactement, voilà, son chapeau, ses 2 revolvers avec sa ceinture. Voilà, lui aussi il fait très très cow-boy. Et puis, de mémoire, je sais pas s'il mâche une espèce de... Ouais, il mâche un truc un peu comme Clint Eastwood. Oui. Tu vois. Donc voilà. Donc ça a été fait. Et ensuite, donc Boba Fett, ça y est, il est sur le papier. Donc l'armure, forcément, on va pas la laisser toute blanche. Et là, elle a été repeinte. Et pour accentuer le côté vraiment baroudeur, le chasseur de primes qu'on a déjà vu pas mal, l'armure, elle a ensuite été bien abîmée. Ouais, bien, elle s'habille. Ça, l'un des accessoiristes expliquait que donc il avait une espèce de pierre pour gratter un petit peu la peinture qu'il avait mise sur l'armure. D'accord. Et quand il y allait vraiment subrepticement, il osait pas trop. Et là, George Lucas lui a dit si, vas-y, t'y vas à fond. Donc, défonce-la. Voilà, le gars s'est lâché et ça nous a donné l'armure qu'il y a aujourd'hui. Ouais, ok. Donc, notre Boba Fett était en pré-prod et il faut savoir que fin 1978, il y allait y avoir ce fameux événement télévisuel, à savoir le Holiday Special. Ah là là. Voilà, le Star Wars Holiday Special, donc une émission qui avait été montée par je ne sais plus quelle chaîne américaine et qui a donc fait appel à Lucasfilm pour proposer quelque chose. Donc là, George Lucas avait expliqué que ils sont vraiment, ils y ont vraiment participé, mais de loin. Ils n'ont pas fait grand-chose.
mais il y avait quand même un petit d'animation. Je crois que ce qui se dit aussi, c'est qu'ils se sont hautement dédouanés a posteriori de cette bouse. Oui, je crois tu peux le dire, c'est une belle bouse. Je crois qu'il y a un peu de ça aussi. Enfin, de ce que j'avais compris, c'est que voilà, ils ont fait tout ce qu'il fallait, tout ce qu'ils pouvaient pour faire en sorte que ce truc disparaisse, qu'il n'y ait plus de cassettes, qu'il n'y ait plus de traces, et de surtout pas qu'ils soient mêlés à ça pour dire qu'ils avaient commis ce truc, quoi. Alors, si vous allez sur Internet, vous allez sur YouTube, vous faites comme moi, vous tapez Holiday Special et vous allez trouver les vidéos sans aucune difficulté. Et tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un comment on appelle ça, un featuring, je sais pas comment, j'ai perdu le nom. Bref, il y a quelqu'un pour une vidéo qui invite systématiquement un invité, et puis j'avais fait, c'était pour faire pas la critique, mais il regarde le making of de certains films, et puis il en parle, il débriefe, il donne, c'est un peu l'aspect technique des films, comment on a construit les films. La série s'appelle Comment ils ont fait ces cons, et voilà, ça parle un petit peu des backgrounds du cinéma. Et donc j'avais fait avec c'était Chiselbox la scène, et puis j'avais fait donc ce passage sur le Mandalorian où j'avais donné un peu mon avis et tout, fait 2-3 trucs. Et justement, ce gars-là, il a fait quelque chose sur l'Holiday Special, justement, et il l'a remasterisé en 4K. Voilà, et donc il s'est tout retapé. Il avait fait une émission aussi là-dessus. Mais le machin, il raconte des anecdotes, il montre des passages, mais c'est absolument... c'est extrêmement malaisant. Enfin, il y a des trucs... c'est fou, avec les Wookiees, là, c'est difficile. Hein. Voilà, donc si vous voulez regarder ça, comment ils ont fait ces cons, il y a des trucs très rigolos là-dessus. C'est ça. Et en fait, t'as 2 vidéos sur le Holiday Special. T'as leur espèce de truc en live action avec des personnages costumés ou des marionnettes. Et comme tu dis, assez malaisant, qui dure un peu plus d'1 heure. Et en plus de ça, tu as eu donc un film d'animation qui fait quelques minutes, dans lequel tu as une aventure avec nos personnages rebelles préférés et qui vont rencontrer Boba Fett. Voilà. C'est la première apparition de Boba Fett, effectivement, avec le fusil en plus, qui est le fusil du Mandalorien, c'est pas ça? Peut-être je te spoil le truc que tu vas dire. Ouais, te parle tout à l'heure. J'en parlais juste après, mais en fait, c'est la deuxième apparition. Parce que la première apparition, elle s'est faite en live action lors de la parade qui avait lieu à Marine County. C'est à San Anselmo, c'est à côté du Skywalker Ranch. En fait, George Lucas voulait, comme il habitait à proximité, proposer pour ses habitants une petite parade annuelle sur le thème de Star Wars. Et donc cette année-là, en plus de Dark Vador, donc qui défilait, a été présenté à côté de lui Boba Fett, dont personne ne connaissait l'existence. Donc c'est vraiment le personnage mystère. Mais ce qui l'a conforté dans ce choix-là et dans l'optique de continuer à construire ce personnage, c'est que tous les spectateurs qui assistaient à cette parade se sont très vite ensuite précipités vers l'acteur qui portait le costume pour lui demander de signer des autographes. D'accord. Donc, ok, il est bien accepté, donc on le garde. Ouais. C'est rigolo ça. Ouais, c'est ça. Et sachant qu'en plus, pour cette parade-là, c'était les vrais costumes. C'était pas des déguisements. Et ils avaient déjà prévu, ils étaient déjà tout prêts, quoi. C'est ça. Pareil pour Dark Vador, c'était le vrai costume de Dark Vador. Et donc, quelques mois après, arrivent donc les fêtes de Noël et puis ce fameux Holiday Special. Et comme tu l'as dit, dans l'animé, on voit donc Boba Fett juché sur une espèce de grande créature. Et il a avec lui un fameux fusil, donc qui se termine avec de piques. Ouais. Et comme tu le disais, ce fusil-là a été repris dans la série The Mandalorian. Ça, parce que c'est pas celui qu'il a dans la... Non, parce qu'en fait, Boba Fett, lui, il est équipé d'un fusil blaster. Ouais. Voilà. Donc, Boba Fett, Holiday Special, et puis... L'année d'après arrive... non, pas l'année d'après, c'est 70 à 180, donc 2 ans après, arrive l'Empire contre-attaque avec, du coup, Boba Fett. Donc après les années 80,
tout le monde était persuadé que bon bah voilà, Boba Fett, on n'en entendrait plus parler. Sauf que Oui, parce que spoiler, le spoil. Vas-y. Non, vas-y, non, je te laisse. Donc, spoiler, si on regarde l'Empire contre-attaque et qu'on l'additionne au retour du Jedi, Boba Fett a en tout et pour tout que 4 répliques. Il n'apparaît que 6 minutes au total sur les 2 films. Ça, c'est dingue. Voilà. Donc, et malgré tout ça, eh bien, le mystère et puis la classe qu'il dégage finalement a créé un engouement chez les fans qui a perduré. Forcément, la figurine ensuite qui est sortie en jouet, elle a été très vite en rupture. Hein. Il a fallu très vite en produire d'autres. Et il faut savoir qu'il existe aussi une figurine de Boba Fett, mais de couleur blanche, comme le concept original de Super Stormtrooper. Oh, elle doit valoir son pesant de cacahuètes, elle. C'est ce que j'allais te dire, celle-ci vaut extrêmement cher. Donc voilà, le personnage fortement apprécié, mais à cette époque-là, on n'en sait toujours pas plus. Oui, c'est même pas un Mandalorien à cette époque-là. C'est un chasseur de primes, il n'y a aucun background, aucun contexte. Exactement, et le mot Mandalorien n'apparaît nulle part. Et George Lucas ne s'est pas inquiété en disant il n'y a pas de souci, pas la peine d'en faire plus. D'accord. On le fera quand ce sera nécessaire. Donc voilà, l'aventure de Boba Fett et des Mandaloriens a commencé par là. Eh bien, merci. On va faire du coup... Oui, j'ai démarré moi le paquet 2. On va faire une petite respiration. Alors là, j'avoue que il faut que j'aille chercher... parce que je voulais vous parler... c'est le passage où on parle un petit peu de l'actu Star Wars. Et je voulais qu'on revienne, parce que ça allait bien dans le thème un petit peu... dans le thème de la discussion du jour, c'est dans les différentes annonces. On en avait parlé la dernière fois que voilà, on n'allait pas dévoiler toutes les annonces qui allaient être faites. Mais il y a un nouveau film Star Wars qui a été annoncé. Et alors attendez, j'essaie de retrouver. Je retrouve pas l'article que j'avais qui était pas mal fait, qui en parlait. Mais on a un... J'appelle ça, c'est pas moi qui ai appelé ça comme ça, mais une sorte de film multiverse, je sais pas, mais qui va... Le Mandoverse. Comment ? Le Mandoverse, si tu veux. Le Mandoverse, voilà, c'était ça l'appellation. Mais voilà, faire un film tiré de toute cette période-là, autour desquelles on commence à avoir pas mal de séries, et réunir un petit peu tous les personnages au même endroit. On avait parlé un petit peu pendant le Bistro Kyber, qui avait eu lieu juste après les annonces, justement. Et ben voilà, je voulais qu'on en parle un petit peu ensemble, que vous donniez vos avis dans le chat, que toi tu me donnes ton avis, Yarlen. Est-ce que tu penses que justement tous ces personnages qu'on a vus dans les films, etc., tout seul ou pas, parce que bon, Boba Fett il a déjà dû partager la vedette avec Mando, mais voilà, est-ce que c'est un projet qui te parle, toi, de ce truc qu'ils veulent faire? Moi, c'est un projet, je dirais, plus qui me parle, qui me motive. Tout simplement parce que je suis toujours fan de cette série et du personnage et de la culture mandalorienne. Donc, plus il y en a, plus je serai content, à condition, bien évidemment, que ce soit de qualité. Que ce soit bien fait. Voilà. Alors après, cette idée ne me choque pas du tout, voire au contraire, je la trouve assez logique pour plusieurs raisons. Bon, la première, c'est que faut pas oublier que derrière, au pilotage, on a quand même Jon Favreau. Jon Favreau qui est acteur, qui est réalisateur, qui est également producteur, et qui est aussi parfois un peu scénariste. Lui, il a fait quand même ses armes avec l'univers Marvel, et forcément, quand tu vois l'épisode 1 avec comment ça s'appelle, Endgame, oui, où tu as ce regroupement de tous les super-héros pour affronter une menace commune, à la rigueur, c'est assez logique qu'on retrouve ça dans le Mandoverse, puisque, comme tu le disais, on a maintenant plusieurs séries qui vont se télescoper. Ça a commencé avec donc le Mandalorien, puis The Book of Boba Fett, puis Ahsoka. À la fin de l'année, on va avoir, n'oublions pas, Skeleton Crew, qui va également se greffer à l'univers de Mando. Ouais, c'est vrai.
Voilà. Donc, et puis, indirectement, on a aussi Rebels, puisque on va retrouver des personnages de Rebels qui vont se greffer à Ahsoka. Donc, quelque part, on va se retrouver quand même avec beaucoup de personnages, mais forcément, tous ces personnages, la menace, on le sait maintenant, c'est le Grand Amiral Thrawn. Et... Donc, vas-y. Oui, non, pardon. Voilà. Donc, qu'on termine toutes ces sagas par un grand apothéose avec un film qui sortira au cinéma. Moi, je trouve ça très très bien. Voilà, parce que c'est censé conclure toute la saga et après terminer bonsoir, c'est ça? C'est ça, parce que bon, faut pas l'oublier, mais derrière, dans les tuyaux, il y a quand même d'autres choses. On va avoir ensuite la série The Acolyte, qui va faire le lien avec la Haute République, qui est sortie en roman, en bande dessinée, en audio, depuis à peu près 2 ans. Donc voilà, ils vont laisser place à ça. Donc c'est pas mal. Mais voilà, réunir tous ces personnages en un seul film, ils ont les moyens de bien faire les choses. Si tu prends Endgame, le film, il a fait un superbe succès. Ouais. Il est parmi les films qui ont ramassé le plus au box-office. Ah ben quand t'as un truc avec tout le monde comme ça, c'est clair que c'est l'assurance de réunir un petit peu tous les fans de différentes. Enfin, c'est moi, par exemple, si tu dis moi je suis plutôt j'aime tel personnage, moi j'aime tel, de toute façon ils y vont tous le voir. Donc c'est voilà. Que tu sois Team Ahsoka, Team Mandalorian, Team Boba, voilà, tu vas te retrouver dans le truc, quoi. Mais voilà, faut bien qu'ils fassent les choses parce que je pourrais également te sortir Justice League dans l'univers de DC, où là, c'est pas la même. C'est vrai, la qualité n'est pas du tout la même. Ça n'a pas été une réussite quand ils ont essayé de mettre tout le monde en même temps, c'est ça? C'est ça. Mais tout simplement parce que le scénario est moins bien, etc. Mais là où je suis en train de m'interroger, c'est derrière, je ne serais pas surpris que finalement, ils nous annoncent que ce film, finalement, se ferait en 2 parties. Tu vois? Ah ouais, un peu comme Endgame, finalement, c'est 2 parties. D'ailleurs, Infinity War, je le préfère à Endgame. Mais, voilà, moi je préfère la partie 1 que la partie 2. C'est peut-être un de mes films de science-fiction préférés, moi. J'adore ce film. Oui, il est chouette. De Marvel, même de façon générale, je trouve l'histoire, la fin, les personnages, les intrigues, tu t'arrêtes jamais d'être sous tension, et puis jusqu'à la fin, tu dis ils vont gagner comme d'hab, spoiler, ils gagnent pas, mais en fait ils gagnent. mais non, Ouais, puis t'as un petit côté dramatique aussi qui est impressionnant. La construction, et puis moi je trouve qu'ils ont la construction de Thanos, le méchant tel qu'il est fait. C'est un vrai méchant, pas débile, avec une quête, enfin voilà, un objectif qui est pas juste je veux contrôler le monde, enfin voilà, qui a une vraie philosophie, etc. Et puis voilà quoi, il prend pas 2 heures avant de tuer quelqu'un, il hésite pas, il est froid, bref, on n'est pas là pour faire la critique de Infinity War. Et normalement, on aura la même chose avec le Grand Amiral Thrawn. C'est aussi, comme tu le dis, quelqu'un qui a un objectif. Oui. Très charismatique. C'est ça, qui est très intelligent, qui n'hésite pas non plus quand il faut à tuer des gens, hein, parce que derrière, ça sert à un objectif plus grand. Et ce qui est intéressant aussi, alors je ne sais pas s'ils vont l'aborder ça quand ils vont nous présenter Thrawn, mais dans l'histoire, Thrawn, en fait, c'est pas pour l'Empire vraiment qu'il bosse, hein. C'est pour l'Empire Chiss. Ah bon? J'ai pas cette nuance. Ouais, parce qu'en fait, salut Nemo. Quelque part, il a simulé un peu son exil. Ouais. Parce que l'Empire Chiss est un empire qui est un peu refermé sur lui-même, mais qui a pris connaissance de certains changements dans la galaxie. Et le but de Thrawn, c'était d'infiltrer l'Empire. D'accord. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas encore l'Empire, c'était donc la République. Et puis après, il a rejoint les rangs de l'Empire, mais pour pour le compte de son peuple, quoi. C'est ça, exactement. Voilà, parce que le but ultime, c'était vraiment de protéger l'Empire Chiss. D'accord. Ok.
Voyons voir qu'est-ce que ça nous a dit les résultats du sondage. Le Mandoverse, est-ce que ça va... Ah, parce qu'il y a des gens qui ont répondu. Voilà, on a une personne qui a répondu. Merci à toi qui nous a dit mouif. Voilà. C'est une petite motivation. Des Yuuzhan... Des Yuuzhan Vong. Les Yuuzhan Vong. Ça, c'est dans l'univers légende. C'est ce qui se passe après la Nouvelle République, où tu as une race extraterrestre qui est d'une autre galaxie. Et en effet, tu as raison, tu rimes. L'Empire Schiss, en fait, avait pris connaissance d'une menace extérieure qui allait arriver sur la galaxie. Et donc, le but, c'était également de s'y préparer du mieux possible. Voilà. Très bien. Et donc, les Yuuzhan Vong, en fait, eux, ils abordent tout ce qui est technologie et tout ce qui est mécanique. Et c'est pour ça que eux, leur technologie, elle est vivante. Leurs vaisseaux, ils sont vivants, ils sont organiques, leurs armures, elles sont organiques, leurs armes, elles sont organiques, etc. Ouais. Très bien. Donc voilà, en tout cas, c'était pour faire ce petit point sur l'actu et ce Mandoverse. Tu as la date en tête de quand est-ce qu'ils veulent sortir ça? Moi, j'ai plus la date. En fait, ils n'ont pas donné de date parce qu'on sait qu'en 2025, tout va bien, mais franchement. Oui, voilà, mais c'est long terme, quoi. On sait qu'on a l'épisode 10 avec Rey qui doit sortir. Et qui sera plutôt avant ça. Donc voilà, donc c'est le premier film Star Wars qui va sortir. Hein. Et normalement, il est annoncé pour 2025, mais la prod, je suis pas sûr qu'elle ait encore commencé, donc ça va être compliqué. Ouais. S'il sort en 2025, l'épisode 10, tu sais que celui sur les Mando, il sortira pas avant 2027, quoi. Ouais, donc on a le temps de voir venir. Mais espérons que ce soit pour... Parce que, en plus, au niveau de l'actualité, ils ont annoncé une saison 4 de The Mandalorian, mais qui ne sortira pas en 2024. Ah oui, j'avais pas l'info, tiens. Non, elle sortira pas l'année prochaine, elle sortira en 2025. Mais attention, parce que je rappelle qu'en ce moment, aux États-Unis, a lieu la grève des scénaristes. Ouais, comme ils font de temps en temps. Hein. La dernière remonte il y a 16 ans. Ouais, je me souviens. Ouais. C'est ça, et qui avait bien perturbé les séries, les sorties, ouais. Sauf que là, la grève est partie pour durer parce que Hollywood ne veut pas céder. Donc, les estimations partent sur une reprise pas avant septembre au mieux. Et Jon Favreau, qui avait annoncé qu'il avait déjà fait le script de la saison 4, en fait, a annoncé là dernièrement qu'il y a des remaniements qui allaient se faire sur le script de la saison 4. Et que par rapport à ça, la saison 4 était en pause, puisque, faute de scénariste, pour remanier le script, on attend. On n'est pas rendu. Voilà. Tu as ça. Ils ont annoncé également dans leur planning qu'il y avait bien une saison 2 d'Ahsoka qui était prévue. Normalement, la saison 1, elle est assez prometteuse. Je pense que si elle est aussi de bonne qualité que le trailer, on ne devrait pas s'inquiéter. Et donc, du coup, ils lanceront une deuxième saison, forcément. Donc, saison 4 de Mandalorian, saison 2 de Ahsoka. Skeleton Crew, on ne sait pas l'accueil que ça va avoir. On ne sait pas si ça va être de bonne qualité ou pas, mais on n'est pas à l'abri non plus qu'il y ait une saison 2. Donc, tout ça fait que, j'imagine un peu au niveau du calendrier, on est parti pour quelques années. Donc, voilà, le film Mandoverse, il sortira pas avant 4-5 ans minimum. Ouais. Bon, on a le temps de voir venir. Exactement. Voilà, on a le temps de voir venir. Du coup, on va gentiment enchaîner. Ouais, ça, il fallait que je le fasse 2 fois. J'avais pas vu. On va gentiment enchaîner avec donc la deuxième partie. On est sur la deuxième apparition d'un Mandalorien à l'écran. Et pour ça, il faut attendre de nouveau le deuxième épisode de la nouvelle trilogie. Et on nous ressort un Mandalorien qui plus est avec un lien de parenté. Raconte-nous un peu comment on en est arrivé là. Exactement. Donc, en 2002 sort l'épisode 2, l'attaque des clones, avec, comme tu l'as dit, un nouveau personnage qui est typé Mandalorien.
et qui a un lien de parenté avec Boba Fett, puisque on nous présente Jango Fett, le papa de Boba Fett. Papa avec des gros guillemets. Voilà. C'est ça, puisqu'en fait, on va apprendre que Boba Fett est un clone et qu'il est le clone génétique de Jango Fett. Donc, on nous présente également la fameuse espèce de cloneur sur Kamino. Voilà. Et on n'en apprend pas beaucoup plus sur les Mandaloriens. Hein. Pour ça, toujours pas. Non, en fait, pour ça, il va falloir. Mais par contre, c'est mentionné, non, il me semble. Non. En fait, c'est mentionné indirectement. Alors, en fait, il faudrait que je le revoie. Parce que ça a été mentionné plus tard, notamment dans la série Clone Wars. Dans la série, c'est sûr, ouais. Dans le film, sauf que, attention, ça, je vais en revenir après. Je reviens juste d'abord sur, parallèlement donc, à ce film est sorti le jeu vidéo Bounty Hunters. On avait déjà parlé, ouais. Voilà, est sorti également des comics. Et c'est là qu'on apprend l'histoire de Jango Fett. C'est là qu'on apprend en fait que c'est un Mandalorien. Mandalorien entre guillemets, puisque lui, il vivait sur Concord Dawn, qui est donc une planète qui est dans le secteur mandalorien. Il faisait partie d'une famille de fermiers et que est arrivé sur cette planète un conflit entre deux clans mandaloriens, la fameuse Death Watch, qui était donc en conflit avec un autre clan. Et malheureusement, ce conflit va entraîner la mort des parents de Jango Fett et il va être récupéré par l'autre clan mandalorien, pas la Death Watch, l'autre clan, qui va le prendre, dont le chef va le prendre sous son aile, va ensuite le former en tant que Mandalorien, et Jango finira par devenir le meilleur combattant de ce clan. Il aura ensuite quelques déboires encore avec la Death Watch, puis avec les Jedi, où il va tomber dans une embuscade, et où il sera le seul rescapé de ce combat, et donc c'est là que, normalement, sont censés disparaître les Mandaloriens. À cette époque-là, Jango est annoncé comme le seul et unique survivant Mandalorien. Pour la petite anecdote, c'est le seul à avoir réussi à éliminer 6 Jedi lors de ce combat. Ouais. Pour expliquer à quel point il était très très fort. Donc après, comme tu l'as dit, l'histoire de Jango Fett, on en a déjà parlé précédemment dans un autre Tales of Lego. Mais voilà, c'est là qu'on en apprend un peu plus. Alors, à cette époque-là, on nous décrit les Mandaloriens donc comme de très bons combattants, qui étaient les seuls à pouvoir faire face à des Jedi, et qui, à cause de différents conflits internes, ont finalement échoué en tant que simples mercenaires. C'est ça. Et avec différentes factions. Parce qu'au moment justement on voit beaucoup d'états dans Clone Wars, on n'en parlera pas non plus, on s'épandra pas de trop, mais ils veulent être en dehors du conflit, quoi. Ils se revendiquent comme ni séparatistes, ni... Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à le rachat de Lucasfilm par Disney en 2014, Jango Fett nous est présenté comme un Mandalorien. Sauf qu'après, en 2014, eh bien, le Disney va faire un retcon. Si tu fais bien attention, tu verras que les quelques fois où Jango Fett est mentionné dans la série Clone Wars, tu as même un moment où Obi-Wan parle au chancelier, celui qui veut renverser Satine. Eh bien, donc Boba Fett évoque le nom de Jango Fett. Obi-Wan évoque le nom de Jango Fett. Et l'autre lui répond non. Jango Fett n'est pas un Mandalorien. Donc en fait, au final, Disney a tranché en disant que, en effet, Jango portait une armure qui visiblement semblait être de faction mandalorienne, mais Jango n'est pas un Mandalorien. Oh. Alors voilà. Ça. Et voilà, on aura deux petites phrases à chaque fois comme ça qui insisteront bien sur le fait que non, Jango n'est pas un Mandalorien. Donc
depuis 2014, dans l'univers canon, Django n'est plus un Mandalorien. Et son histoire qui nous avait été racontée justement en comics, etc., eh bien, hop, disparu. Alors après, c'est vrai qu'ils peuvent se faire une pirouette en disant c'est pas un Mandalorien, il a été ou d'adoption quoi, tout au plus quoi. Ouais, mais même ça en fait c'est. Même ça ironie. Ouais. Et si tu te rappelles bien, dans la série The Mandalorian, tu as même Boba Fett qui dit non, moi je suis pas un Mandalorien. D'accord. Alors au début, c'est vrai que tu le prends en disant, tu réfléchis, bon, tu te dis, ok, c'est vrai qu'il a Boba Fett, finalement, il a été élevé que par son papa, et puis après par d'autres chasseurs de primes, comme on le voit dans la série The Clone Wars. Ouais. Donc, tu peux dire, en effet, oui, tu comprends. Oui, lui, il se voit plus comme un chasseur de primes, sans trop de famille, voilà, quoi, ou de peuple. Oui, sans aucun attachement avec la culture mandalorienne. Mais en fait, ça va plus loin que ça. C'est non, vraiment, si Jango Fett n'est pas un Mandalorien, de toute façon, Boba Fett ne peut pas être un Mandalorien. Mais alors, du coup, ce qui est bizarre, c'est que quand même, on en parlait en plus quand on parlait des clones, qu'ils étaient, donc ils sont issus de Django, ça on avait parlé un petit peu, et on nous vend quand même des clones comme ayant été entraînés comme des Mandaloriens, etc. quoi. Ouais, mais encore une fois, ça nous a été présenté dans des romans qui ont suivi la sortie de l'épisode 2, et ça aussi, ça a été balayé après 2014. Et c'est pour ça qu'il y a il y a tout un tas de fans qui en veulent à Dave Filoni, parce que Dave Filoni n'a pas repris ça. D'accord. Voilà. Et donc, en effet, l'univers maintenant canon des Mandaloriens, c'est ce qu'on voit dans Clone Wars, à savoir donc, voilà, Mandalore, donc une planète en effet qui... alors pourquoi elle est vitrifiée comme ça? Enfin, pourquoi elle est désertique? Tout simplement parce que il y a des années de ça, il y a eu des conflits entre Mandaloriens sur la planète Mandalore, et ces conflits ont été de très grande ampleur, et ont contraint finalement les habitants à devoir vivre dans des espèces de cités dômes sur la planète. D'accord. Donc voilà, sur Mandalore, on apprend que maintenant c'est une faction qui est neutre depuis le règne de la duchesse Satine. Mais qu'il y a eu des dissidents qui sont allés se réfugier sur la Lune. Ouais. Donc ces fameux dissidents, c'est la fameuse Death Watch qui revendique un retour au l'héritage guerrier, quoi. Ancestral, exactement. La bagarre. Mandalorian. C'est ça. Donc voilà un petit peu sur le... Ok, donc on fait une émission spéciale Mandalorien, et en fait on parle de deux personnages qui ne sont pas Mandaloriens. Incroyable. Quel retournement de situation. Ok, mais c'était très, très intéressant. Y avait encore un bout sur Django. Sur Django, non, je n'ai plus rien à dire. Ok, non, mais c'était vraiment top. J'étais pas du tout au courant de tous ces revirements. Et puis, il faudrait que je regarde l'épisode 2 pour voir un petit peu comment... pour voir comment c'est présenté quand il parle du chasseur de primes de Django Fett, qui a d'ailleurs pas beaucoup plus de lignes de dialogue que son fils dans les... un petit peu plus. Ah si, pardon, ils discutent ensemble. Ils discutent ensemble quand il n'a pas son casque et tout. C'est vrai. Voilà. C'est vrai qu'il y a tout ce passage là. Ok, très bien. Écoute, on va enchaîner avec. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah ouais, j'ai mis un truc, ouais, du coup on est un petit peu dans le thème, c'est pour ça que j'ai mis ça aussi. J'ai mis un petit what if, et encore une fois il me tient à cœur parce que moi ça fait partie des sujets, du what if que j'écrivais, des sujets que je traitais. Mais il y avait donc cette petite romance que l'on a en fond dans Clone Wars entre Kenobi et justement la duchesse Satine. Et voilà, et cette... Donc les Jedi ne sont pas censés éprouver de sentiments, etc. Mais il en pince un peu pour la duchesse. On peut dire ça, oui. On va pas se le cacher. Et voilà. Et du coup, moi, je me disais, qu'est-ce que si jamais, par inadvertance, elle portait l'enfant de Kenobi, et donc qu'également elle ne meurt pas, parce que si elle porte l'enfant mais qu'elle meurt, on s'en fiche un peu, mais voilà, mais qu'elle ne meurt pas justement dans Clone Wars. Désolé pour le spoil s'il y en a qui l'avaient pas vu. Mais je me dis que si moi je spoil un truc, c'est que vraiment ça va, parce que vu que je suis tellement à la bourre surtout, je pense que c'est un bon signe. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe si jamais
Si jamais elle porte son enfant, ça veut dire potentiellement un enfant sensible à la force de plus, qui est sous le radar. Enfin, a priori, il aurait caché cette union, donc ça aurait été un petit peu voilà, caché. Est-ce qu'on aurait pu avoir un héritier de Kenobi qui fait quelque chose? Qu'est-ce que t'en dis, toi, cette petite... Alors avant de te répondre, j'aime beaucoup l'image de Turim par rapport à la reformulation de ton what if. Il a trempé le pépito. Il aurait trempé le pépito dans la duchesse, tout à fait. Alors moi, tu vois, je partirais pas sur la même conclusion parce que Obi-Wan et Anakin sont vraiment deux personnages différents avec des moralités différentes. Je suis persuadé que si il y avait eu le fruit d'une union entre lui et la duchesse, contrairement à Anakin, il l'aurait pas caché. Moi, je pense que il aurait assumé. Il est un peu plus droit dans ses bottes. Il a pas le même âge aussi. Ouais. Peut-être, ouais, comme tu. C'est vrai, mais je pense qu'il l'aurait assumé et qu'il du coup, il aurait quitté l'ordre. Ah ouais. Ouais. Moi, je pense qu'il aurait fait ça. Ce qui, par conséquent, aurait pu engendrer tout un tas de choses différentes. Pas mal de choses, effectivement. On peut se le dire. On peut se le dire. Donc après on peut se positionner. Vas-y, je te laisse. Après, donc tu parles probablement d'un enfant sensible à la force. Ça c'est plus rigolo. Tout à fait. Alors, je pense qu'il aurait éduqué avec et l'aider à développer ses pouvoirs, voire même, il l'aurait peut-être du coup mis dans l'ordre Jedi. Potentiellement. Voilà, potentiellement. Non, et puis on a un patrimoine génétique plutôt sympa, quoi. Ah oui, le patrimoine d'Obi-Wan n'est pas dégueulasse. C'est ça. Et en plus, alors si tu mélanges... Alors, au final, on aurait peut-être pu avoir un nouveau grand héros, puisque à la fois Mandalorien et à la fois Jedi. Moi, c'est ça qui me fascine. Et c'est ça que je traitais quand j'écrivais l'histoire. C'était vraiment d'avoir les Mandaloriens qui fricotent un peu avec quelques Jedi pour en faire... pour en faire vraiment un élan nouveau au peuple mandalorien, justement, et un truc que je trouve plutôt sympa, parce qu'après ça met aussi des équilibres différents, tu vois. Est-ce que tu es capable de faire d'orchestrer un affrontement entre les séparatistes et la République, comme a fait Sidious, quand tu as comme ça un peuple mandalorien aussi puissant, aussi important? Parce que ça se trouve, c'est plus compliqué. La n'aurait peut-être pas été aussi pacifiste et neutre, et ça serait peut-être du coup engagé un peu plus à la fin d'assurer l'avenir de son fils. Exactement. Donc à ce moment-là, on peut imaginer une république plus un peuple mandalorien qui s'unissent pour faire face aux séparatistes. Là, c'est plus du tout la même. Et c'est plus du tout la même. Exactement. Je suis content de te l'entendre dire. Mais voilà, moi, vraiment, c'était le prétexte un petit peu pour parler de ça. Je pense qu'il y a quelque chose, justement, avec les Mandaloriens. J'ai toujours trouvé ça dommage, en fait. Ces idées me sont venues quand je regardais la série, d'avoir un peuple aussi puissant, aussi bien organisé, aussi tout ce que tu veux, qui, par un petit peu péché de... je sais pas péché de quoi, mais en tout cas, voilà, de trop aimer faire la guerre, de pas arriver à s'organiser, d'orgueil, je sais pas. Enfin, s'organiser, c'est même pas ça, parce que c'est un peuple qui, a priori, dans l'histoire, a réussi à mener des grandes guerres, etc. On aura l'occasion d'en reparler à d'autres moments. Mais voilà, c'est quand même pas de la gnognotte. Et voilà, et de n'avoir dans la série que leur version, un petit peu moribonde, cantonné à être des pirates de l'espace, un peu, des SWAT, là, voilà, c'est pas vraiment organisé, c'est pas, et puis un peuple très, très plat, très lisse. Tu te dis, putain, si t'avais l'occasion d'avoir ce peuple dans sa pleine puissance, ou allié avec des alliés de circonstance, capable, de pourquoi pas avoir certains sensibles à la force, donc pas forcément dans un ordre Jedi, peut-être un peu plus à leur compte ou quoi, il y aurait moyen de faire quelque chose de sympa, et je pense vraiment que Kenobi,
accompagné de Satine, serait capable de relancer un ordre, voilà, un peu avec les mêmes préceptes qu'il y a dans l'ordre Jedi, mais en un petit peu différent quand même, voilà, un petit peu édulcoré, ou un petit peu plus compatible avec une vie, j'ai envie de dire. On avait déjà parlé l'autre fois de la vie de Jedi qui est pas franchement rigolote, mais voilà, D'Asset, la vie de Jedi, hein. Puisque tu dois pas succomber à tes émotions, etc. Donc, c'est un peu une vie de moine. Hein. C'est exactement. Donc là, tu te dis, si ces pouvoirs sont mis au service d'un peuple un peu guerrier, mais tout en ayant un petit peu quand même la sagesse de Kenobi et voilà, qui va pas non plus péter la gueule de tout le monde comme ça. Ouais, je trouve ça plutôt intéressant. Je suis en train de faire de la merde ou pas? Non, si, oui, non, si. J'ai mis un truc à l'envers. Attendez, je remonte un cran. Enfin voilà, c'était mon petit what if du jour. Et n'hésitez pas dans les commentaires là sur Twitch ou si vous regardez le replay sur Discord à étayer vos plus belles théories. Nous, on va enchaîner avec à faire un saut dans le temps et on va se retrouver. Donc c'est un peu la deuxième partie de cette vidéo. Une heure, un peu moins d'une heure sur la première, c'est parfait. Où on va pas mal parler de Mando, hein, comme maintenant on l'appelle, donc la série Le Mandalorien, qui vraiment, moi, ça m'a toujours fasciné de voir à quel point le peuple mandalorien est absolument inconnu du grand public, c'est-à-dire que là, on n'a parlé que des films. Si vous voulez en savoir ne serait-ce qu'un petit peu plus avec ce qu'on a parlé, il faut regarder avec Clone Wars, et encore un petit peu plus dans l'histoire, il faut s'être paluché des bouquins, etc. Là, d'un coup, on part sur ce personnage-là, très, très mystérieux, et ça fascine les foules. Moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Donc on va parler un petit peu de ça, du renouveau aux yeux du grand public, ou du nouveau tout court peut-être, des Mandaloriens, où là on en sait un petit peu plus, et on en voit un petit peu plus sur l'organisation et comment ça fonctionne. Donc je te donne la main, Yarlen, là-dessus. Tout à fait. Alors, le succès de The Mandalorian tient à plusieurs choses, et comme le rappelle Diklos, c'est vrai que la vision que tu souhaitais des Mandaloriens, elle a été quelque part construite dans l'univers de Night of the Old Republic, hein, donc l'ancienne République. Ouais. C'est vrai que entre les ouvrages et le jeu vidéo, on a des petites bribes comme ça qui nous expliquent un peu ça. Ouais. Et justement, là, on vient d'enchaîner sur la série The Mandalorian, et sans spoiler, cette vision que tu souhaites, elle est en train de se construire. Ah. Elle est en train de se construire. Parce que moi, j'ai pas vu la saison 3, pour ceux qui se demandent. Voilà, donc, il est possible que j'en parle un petit peu, mais je te dirais de boucher les oreilles à ce moment-là. Non, moi je suis quand même partisan de... si on sait comment quelque chose se passe, mais qu'au final le film vaut le coup, la série vaut le coup, que c'est bien raconté, c'est pas vraiment un problème. Toute une œuvre ne repose pas que sur son scénario. Et voilà, c'est pas grave si j'ai quelques bribes. Salut à toi, Malo, mais il n'y a pas de souci. Salut, Malo. Et Nemo est choqué que j'ai pas vu Mandalorian saison 3, je pense. Je pense aussi. Alors, pour en revenir à The Mandalorian, donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en coulisses, donc, au niveau marketing, Disney avait l'intention de sortir sa plateforme de streaming. Forcément, pour attirer du public, il faut quelque chose de fort. Il faut une tête de proue, un truc qui attire les gens. Là où ils ont bien calculé leur coût, c'est qu'en effet, s'appuyer sur une licence comme Star Wars, c'était une bonne idée. Donc là, après, l'univers étant tellement riche, la question était de savoir qu'est-ce qu'on va faire pour accrocher le public et créer de nouveaux spectateurs et de nouveaux fans. Bon quand ils ont pris un peu de recul et qu'ils ont regardé entre ce qui se passait durant les conventions, etc., forcément, quand tu vois le nombre de cosplays et de cosplayers qui sont habillés en Boba Fett, ou après, quand est sortie la série justement Clone Wars, où ils ont développé l'univers mandalorien, et qu'après, du coup, on avait des cosplayers avec tout un tas d'armures différentes de Mandaloriens, ils se sont dit que ça pourrait être une bonne idée d'avoir un perso un peu comme ça. Donc du coup est arrivée l'idée de The Mandalorian. Ah, en fait, je veux pas spoil, j'ai pas eu le temps de la voir la saison 3. Ah, ok. Bon, navré, Diklos. Ah mince, ouais.
Oh, on n'aurait pas fait des gros spoils, à mon avis. On aurait pu dire attention spoil, après j'aurais fait des signes pour dire ça. Je préviendrai, voilà. Je préviendrai. On n'est pas des sauvages. Salut la Tartif. Salut la Tartif aussi. Voilà, donc du coup, un personnage central qui va permettre ensuite de construire quelque chose dans le temps et puis de faire des raccords avec d'autres personnages des séries Star Wars, donc The Mandalorian. Alors forcément, en plus, le titre, pour tous ceux qui sont fans des Mandaloriens, quand tu vois une série qui s'appelle The Mandalorian... Ah, ça hype. Exactement. Et ça, c'était ma crainte, en fait. C'était d'être déçu par rapport à cette hype. Et au final, je n'ai pas été déçu par rapport au personnage qui nous a été présenté. Puisque donc arrive sur cette saison 1, un personnage qui s'appelle le Mandalorien. Et il faut savoir, donc comme je l'avais dit tout à l'heure, que depuis les années 80, en fait, les fans attendaient le retour de Boba Fett, et puis après, le retour de parce que moi, j'ai pas suivi, mais quand Mandalorian est annoncé, on pense que ça va être Boba Fett, du coup, c'est ça? On pense que ça va être une série sur Boba Fett? Exactement. Les vieux fans comme moi, puisque, en fait, n'ont pas fait l'abstraction de l'univers légende, pensaient à Boba Fett. D'accord. Intéressant. Sauf qu'en fait, non, c'est pas Boba Fett. Mais au final, c'est très bien. Très bien. Donc du coup, nous est présenté ce personnage qui est en armure complète et qui est encore une fois une armure qui ressemble énormément aux armures qu'on a pu voir précédemment de Mandalorian. Et là, pour le coup, il n'y a pas de doute, on le nomme le Mandalorien, donc lui, il ferait vraiment partie de la culture mandalorienne, et puis on l'apprend dans la saison 1, justement. Oui, c'est ça. Mais pareil, il est récupéré enfant par les Mandaloriens, c'est ça, c'est un peu la même histoire que... Et ça fait partie de la culture mandalorienne, en fait. De voler les enfants des autres. Alors, c'est pas vraiment de voler les enfants des autres, mais comme c'était un peuple guerrier... Oui. Et qui en fait, après divers événements, s'est vu à devoir coloniser les planètes. Des orphelins, il y en a eu plein à cause de leur guerre. C'était quand même un peuple de conquérants. Et comme ce ne sont pas non plus des monstres et qu'ils ont tout un code d'honneur, etc., ces orphelins, autant les récupérer, les éduquer, les former, les entraîner pour ensuite en faire d'autres Mandaloriens et du coup de nouveaux soldats quelque part. C'était un peu ça aussi le but. Donc parce qu'en fait le terme de Mandalorien c'est pas une espèce, c'est une un peuple, c'est une culture, c'est ça. Voilà. C'est une faction. C'est ça. Donc ces orphelins peuvent être d'espèces différentes. Oui, non, mais là, c'est exactement ça. C'est comme, je sais pas, si tu dis, tu parles des Vikings, j'en sais rien. Si les Vikings, tu dis qu'ils viennent de Norvège et puis qu'ils colonisent un bout de la Suède, après, les Suédois qui prennent, ils sont Vikings, ils sont pas norvégiens, ils sont pas suédois, ils sont... Ça se trouve, ma comparaison est absolument nulle d'un point de vue historique, mais... Non. En plus, on sait que les Vikings étaient aussi des gardes du corps, des mercenaires et surtout des commerçants. C'était pas des... Oui. Ils préféraient commercer en fait que vraiment faire la guerre. Donc oui, on peut tout à fait imaginer eux aussi, ils aient récupéré des enfants d'autres pays et puis qu'ils les aient formés. Donc voilà, en tout cas, c'est ce que font les Mandaloriens. Ils récupèrent aussi les orphelins et puis ils en font des Mandaloriens à part entière. Ouais. Donc, comme tu le disais, voilà, on découvre dans cette saison 1 qu'en fait, Mando vivait dans un petit village, une petite ville paisible, sauf que malheureusement, elle a été attaquée par des séparatistes et que ce sont ces Mandaloriens qui sont venus, entre guillemets, sauver les rares survivants et qui ont pris Mando, qui était donc orphelin, sous leur coupe. Pour la petite histoire, il faut savoir que Mando, il fait partie donc d'un clan de Mandaloriens et que ce clan de Mandaloriens, alors j'avais son nom, on les appelle alors généralement on les appelle les héritiers de la Death Watch ou les fils de la Death Watch. Voilà. Donc on va dire que c'est une sous-branche très extrémiste de la Death Watch. Ok, qui sont déjà plutôt bien énervés. Exactement. Eux, en fait, ils s'appuient. C'est un petit peu comme quand on dit Zemmour, il était à la droite du Rassemblement National, quoi. C'est un peu ce genre de truc.
C'est un peu ça. On est sur des sur des mecs encore pires que la version de base, quoi. C'est ça. Et puis, ils sont vraiment perçus comme des extrémistes par les autres clans mandaloriens. Puisque eux ne jurent que par le credo de Mandalore, avec soi-disant le fait qu'un vrai Mandalorien ne doit jamais retirer son casque, notamment. Le fameux. Voilà, etc., etc. Donc on apprend ça, et puis dans cette saison 1, on découvre également un des équipements de Mando qui est très particulier et très efficace, à savoir son fameux fusil. Donc pour les fans de la première heure, eh bien, on voit tout de suite le rapprochement avec, comme on le disait tout à l'heure, le Special Holidays, où on voyait Boba Fett avec ce fusil. Voilà. Fusil très efficace dans Star Wars, l'héros de la galaxie, au passage. Il est très efficace dans la série aussi, puisque tu le vois pulvériser un Trandoshan, tu le vois désintégrer des Jawa. Ouais, mais les Jawa, ça a rien les fait sauter, ça. Ça, c'est rigolo. Dans la saison 2, pareil, quand il se fait prendre en embuscade, tu le vois encore en désintégrer un. Donc voilà, un fusil très efficace et qui peut aussi donner des petites décharges électriques. Voilà, donc ça c'est la première chose, très 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 importante. Et puis après, dans cette saison 1, on va découvrir d'autres Mandaloriens. Voilà, d'autres Mandaloriens de son clan, notamment un personnage très important qui s'appelle l'Armurière, et dont la fonction va être ensuite un petit peu développée hors série, où Dave Filoni a apporté quelques explications, et en expliquant que maintenant, ça c'est canon, en fait il existe des forgerons au sein des Mandaloriens, et en fait ces forgerons font office de prêtres. Ce sont quelque part ce sont les garants en fait de la culture. C'est vrai qu'il y a un petit côté mystique un peu dans les scènes avec l'armurière qu'il y a dans sa cave. Il y a quelque chose de très, très mystique. Hein. Tu vois, ça tu le verras dans la saison 3. Attention, spoiler. Mais elle va avoir quelques phrases de dialogue avec toujours des réponses un petit peu énigmatiques. Ouais. Et justement, tu as un des personnages avec qui elle discute qui lui en fera la remarque. Mais voilà, c'est comme ça. Ça, c'est un peu comme Yoda. Ouais. Yoda, quand il donnait des réponses, c'était jamais clair. C'est... c'est oui ou c'est non, du coup qu'est-ce que je fais Comment ça se passe? Et donc voilà, l'armurière, c'est un peu le mystique du clan. Donc c'est quelqu'un qui a, entre guillemets, une certaine autorité, puisque c'est elle qui... s'assure du bon respect du protocole. Voilà, tu vas avoir quand même un leader au sein de ces clans, mais en l'absence de leader, c'est le forgeron qui fait office de... Donc voilà, il y a ça. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Le fameux credo, qui est tiré des préceptes de Mandalore. Le fusil, on en a parlé, et puis voilà, les forgerons. Donc c'est un peu tout ce qui va nous être présenté par rapport à la culture mandalorienne. Et une dernière chose, le fameux Beskar. C'est exactement là-dessus que je voulais te lancer. Je veux dire, mais le Beskar, c'est quelque chose pour les Mandaloriens qui veut dire quelque chose, ou ils l'ont sorti du chapeau un peu? En fait, non, ils l'ont pas. C'est un métal que l'on trouve sur Mandalore, et qui a des propriétés très particulières, notamment celle de pouvoir résister un sabre laser. Et ouais, quand même le truc classe, quoi. Et truc qui explique comment ils ont pu se battre contre des Jedi. Quand on parlait au début que c'est la seule race, enfin le seul peuple capable de se mesurer à des Jedi, c'est aussi grâce au Beskar. Exactement. Dont on voit justement l'efficacité et puis la démonstration dans plusieurs scènes de la série The Mandalorian. Ouais. Notamment quand lui, il se bat avec la lance dans la saison 2 qu'il a récupérée de ce personnage de l'Empire, et qu'il affronte le Moff Gideon, qui lui a le sabre noir, voilà, et donc il arrive à le sabre noir qui est... c'est pas comme un sabre laser, ça n'a pas de cristaux Kyber, si? Je sais pas, peut-être que je te pose une colle. On en avait parlé un petit peu on en avait parlé un petit peu dans un précédent Tales of Lego. Merde, j'ai oublié. On avait parlé des différents sabres laser et de leurs couleurs. Ouais. Voilà. Et donc on avait le sabre. Alors lui, le sabre noir, techniquement, c'est pas un cristaux Kyber, puisqu'il n'est pas de couleur
ouverte, mais il a quand même un cristal puisqu'il a quand même été forgé par un Jedi. D'accord. Voilà, en respectant la tradition des Jedi, mais sauf que il y a mis un petit peu de sa culture mandalorienne, ce qui explique voilà, la couleur noire qui serait aussi un peu associée au Beskar. Et donc oui, donc tu disais le Beskar, voilà, et puis il y a cette fameuse scène. Donc voilà, le Beskar, en effet, qu'on retrouve dans la saison 1 à plusieurs moments, notamment quand tu as Griff Karga qui présente un petit lingot de Beskar à Mando en disant voilà, ça c'est l'avance sur ta paye. Et puis après, on voit le dirigeant de l'Empire qui lui sort tout un caisson en disant bah voilà, si tu réussis ta mission, bah, tu auras tout ça. Et puis après, la fameuse scène où on voit donc du coup l'armurière qui fait fondre tout ce Beskar pour reforger l'armure de Mando. La jolie armure. Exactement. Ouais, j'ai ça. Oui, j'ai oublié. Et oui, et donc, dernière chose, fin de l'épisode 8 de la saison 1, qu'est-ce qu'on voit à la fin? Un chasseur-taille qui s'est craché, et sort de ce chasseur-taille le fameux Moff Gideon avec le sabre noir. Donc, c'est pour ça que on va dire que l'accueil qui est fait à Dave Filoni est en demi-teinte, parce qu'il a quand même repris certaines choses de l'univers légende, notamment le sabre noir, voilà, qui lui est vraiment tiré de l'univers légende. D'accord, et c'est quelque chose qui existait déjà. Je savais pas que ça avait été repris. Quelque chose qu'il avait repris. Tiens, alors j'en profite, parce que dans la saison 2, on n'en parlera pas, mais parce que là je suis au paquet 5, donc je pense qu'on va finir le casque assez tranquillement. C'était quand même vous présenter le Razor Crest. Alors, c'est pas poussière. C'est pas l'UCS, hein. Voilà, c'est le petit qui est sorti pendant l'épisode, pendant la saison 1. Je trouve que ça fait un moment que je l'ai. C'est un des, ça fait un moment que je l'ai quand même. Donc le petit Razor Crest qui est excessivement sympa à conseiller. Alors je sais pas comment est l'UCS. Je sais pas s'il y en a dans le chat YouTube ou Twitch qui ont l'UCS, mais j'avais ouï dire qu'il était excessivement sympa. On a le petit IG là qui est là et qui fait le mariole. Il y a bébé Yoda qui doit faire la sieste quelque part. Je sais pas, mes gamins le cachent régulièrement. Je ne sais pas où il est. Je pense qu'il fait, en général, ils le mettent à faire dodo toujours dans un endroit improbable. Bon, bref. Mais voilà. Et c'est vraiment des vaisseaux Lego que j'ai construits, vraiment un des plus sympas. Parce que très très différent au niveau de la forme. C'est pas un X-Wing ou les U-Wing ou quoi, les A-Wing, des choses assez classiques. Il y a plein de petites choses un peu complexes. Il y a même le petit module que vous pouvez enlever. Là, des coins, des recoins, des trucs. Il est vraiment rigolo. Donc en UCS, ouais, j'aurais les moyens, je l'aurais pris. Parce que clairement, il donne envie. Mais déjà, le petit, il est sympa. Je pense pas qu'il se trouve encore, à mon avis. Il est plus dans les stocks. Donc après, ça va se trouver sur le bon coin. Vous trouvez des choses. Si, je crois qu'il se trouve encore sur le site Lego. C'est vrai? Ah. Ouais, j'avais regardé. Mais il me semble qu'il y était encore. Intéressant, j'ai regardé. Je vous mettrai le lien affilié si c'est le cas. Mais voilà, vraiment sympa. Et si vous aimez... Hop là, je le repose derrière. Et si vous aimez les Mandaloriens, alors ce qu'il vous faut, c'est acheter... Il y a un petit... tac, alors je vais me mettre comment? Je vais me mettre comme ça, voilà, pour bien voir. Je vais vous les présenter de près. Hop là. Voilà, faut que je mette devant mes yeux pour qu'ils fassent la mise au point. Voilà. C'est en fait, vous avez... Donc là, vous voyez, ils sont tous en double parce que je l'ai 2 fois. Mais il y a un petit set avec des micro-fighters, donc des petits vaisseaux. Je sais même pas où ils sont, c'est les gamins qui jouent avec. Moi, par contre, j'ai gardé les bonhommes. Vous avez un Mandalorien vert, un orange, un marron, un bleu. Il y a le petit Mando qui est devant. Et ça, c'est vraiment super sympa de faire cette petite armée de Mandaloriens. Moi, je suis bien fan de ce truc. Allez, hop, si je voulais monter du dessus, ils vont se casser la gueule. Mais voilà, donc ça, c'est dans un petit... Je crois que c'est 20 balles. Et vous avez 4 bonhommes dedans. Donc ça, c'est cool. Donc je m'en étais acheté un. Et puis, on en a offert un à mon fils, je sais pas, 1 semaine après. Du coup, mais j'ai pu récupérer les bonhommes. Voilà, donc si vous aimez les Mandaloriens, c'est le truc que je mettrai en lien de la description YouTube, et puis je vous les mettrai dans le lien Twitch là, quand j'aurai fini le Lego, je vous montrerai ça. Mais voilà, c'est vraiment
C'est vraiment tout sympa. Alors je sais que maintenant, là, cette année, depuis la saison 3, ils ont sorti le N1, là, le même vaisseau qu'il y a sur Naboo, avec je sais plus comment elle s'appelle, la mécanicienne, là. T'as une pièce d'idée pour éviter les remarques de... Non, c'est dans la chambre, là, qu'il y a tout ça. Et il y en a dans le salon. T'as raison, il est plus sur le site Lego. Il est plus ouais, il me semble bien que c'est à 2 ans. Il me semble que c'était pour la première saison qu'il l'avait sorti. Voilà, donc là, il y a un chasseur qui est là. Je suis pas ultra fan de ce que ça fait. Moi, j'ai failli hésiter pour un set là où il y avait l'armurière dedans. Parce que ça me hype bien d'avoir une petite figurine armurière. Voilà, comme des fois, c'est des sets Lego, c'est juste pour la figurine qui est dedans. Donc, donc pour l'instant, j'ai pas craqué. Mais voilà, il y a de quoi faire en termes de Lego au niveau Mandalorian. Puis voilà, vraiment, puis le Razor Crest, il est long, jusqu'à ce que j'ai le setup comme ça, il est longtemps resté dans le salon, parce que c'était vraiment cool quand les gens y venaient, ils disaient, ils reconnaissaient le vaisseau, etc. Voilà, parce que ça parle à beaucoup de gens en fait. Pareil, le faucon, là, ça y est, je l'ai monté. Je peux pas le mettre dans le décor parce qu'il est trop gros, mais le faucon, il est très longtemps resté en bas, parce que ça fait partie des trucs, les gens ils reconnaissent direct, et c'est cool quand ils reconnaissent. Si vous mettez, je sais pas, même le X-Wing de Lung, ils vont vous dire, ah ouais, tiens, il y a un vaisseau Star Wars, mais ils sauront pas vraiment ce que c'est. Le Razor Crest, c'est très iconique dans la forme, quoi. Donc toujours sympa dans un salon, ce genre de choses, quoi. Et il a une... Pardon, juste rapidement, il a aussi un look qui ressemble au vaisseau qui est attribué aux chasseurs de primes dans le jeu... Star Wars The Old Republic, le MMO. Oui, exactement, voilà. Ok. Le vaisseau s'appelle le Mantis. Mais le nez du vaisseau ressemble beaucoup. Le Mantis ? Ouais. Attends, c'est pas le même nom que le vaisseau dans Mass Effect ? C'est pas le Mantis qui s'appelle ? Je connais pas. Ou un truc dans Marvel ? Attends, Mantis ou... Non, Mantis, c'est le nom d'un perso dans Marvel. Oui, c'est celle qui a les antennes dans les héros de la galaxie. Mais le Mantis... Le Normandie. Ok, bien vu, tu rimes, c'est exactement ça. Mantis, où est-ce que j'ai déjà entendu ça ? Parce que j'ai pas pris de cette faction-là, moi, donc... Où est-ce que... Bref, peu importe. Mais d'accord, donc a priori, le vaisseau utilisé dans la série qui a été inspiré de ça. Ok, très bien. Oui, c'est vrai, c'est ça. C'est le nom de Kestis. Voilà, et c'est Enyria, merci. Mais Enyria, spécialiste de Jedi Survivor devant l'éternel, qui est là régulièrement en stream. Merci beaucoup. Donc voilà, je me disais que ça me dit quelque chose. Du coup, avant de migrer sur... plutôt la discussion sur la saison 2, j'avais une petite tier list à vous proposer, comme on fait habituellement. Et là, je vais avoir un thème très simple et un thème très dans le thème du jour. Et ben, c'est un peu classer vos séries Star Wars préférées, voilà, parce qu'on parle quand même pas mal de séries Star Wars, là, au milieu du Mandalorian. Alors, si on les... si on les liste, comme ça, rapidement, un petit peu chronologiquement, Clone Wars, Rebelle, les premières... Ah oui, tu mélanges en live action. On va mettre ça aussi pour faire un peu étendu. Compliqué. Ça me permet de rebondir sur une remarque que j'avais vue, je la recherchais. Je sais plus qui avait dit, généralement, chez Disney, les séries, c'est Star Wars, c'est bof. C'est ok, mais pas ouf. Ouais, voilà. Je dirais qu'il y a quand même 2 exceptions, et justement, ça va faire partie de mon top 3. Ouais, à savoir... pour moi, le meilleur film, ça reste Rogue One, et la série Rogue One est également, pour moi, de très 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 bonne qualité. Ah, Cassian. Ouais, Cassian Andor. Okay. Voilà. J'allais dire, merde, j'ai raté une nouvelle série que je connais pas, mais non. Non. Alors, du coup, en top 3, je dirais Rogue One, ça c'est sûr. J'hésite entre Rebels et puis The Clone Wars. Parce que les 2 séries sont sympas, notamment sur les dernières saisons. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de qualité. Donc ce serait probablement l'une des 2. Et puis bien évidemment, The Mandalorian. Alors du coup, c'est vrai qu'on demande, est-ce qu'on compte les séries ou les saisons, et c'est vrai qu'il y a... Il y a un peu d'inégalité dans certaines... notamment Clone Wars, hein, on va pas se mentir. La saison 7 n'est pas du niveau de la saison 1-2. Je veux dire, à un moment, on va pas se mentir. Ça n'est pas la même chose, mais bon, on est un peu entre les deux. Vous avez le droit de mettre des exceptions. Mais voilà, après, il y a quoi ? Il y a Book of Boba, il y a eu Cassian, il y a eu Mandalorian. Il y a eu Obi-Wan. Il y a eu la saison Kenobi.
Voilà, de Obi-Wan. Ouais. Et voilà, et après, ça ne fait que commencer, mais pour l'instant, mais je pense qu'on a à Enir, il y a Rebelle en 1, Andor, puis Mandalorian. T'as eu Vision aussi, et puis t'as eu également Tales of Jedi. Tales of Jedi, c'est vrai. Après, qui va être dur à mettre plus haut dans le classement, de par le fait que ça soit quand même une petite série. Donc, je pense pas que même si c'était très bien, j'ai vraiment apprécié le côté aussi un peu court comme ça, petites histoires à raconter. Mais bon, on n'est pas sur la même implication, la même dramaturgie qu'il peut y avoir. Donc voilà, j'ai vu quoi un petit peu plus haut. Attendez, laissez-moi remonter dans les commentaires. J'ai vu Nemo qui a voté. Andor top 1 de très loin. Clone Wars, ok. Donc tu as dit, ah oui, il a remis son message. Andor, Clone Wars, Rebelle. Pas du tout vu. Pas tout vu, pardon. Mais au niveau des films Rogue One, on est très loin devant. Après, les séries, clairement, on n'est pas dans le... On n'est pas dans la même chose, dans la même consommation non plus. Enfin, non. En 2 séries, vous avez fait en 3 épisodes, vous avez fait une durée de film. Donc forcément, on fait pas la même chose. Mais hop, là, ça s'était mis trop tôt. Alors moi, Andor, là, il faut que je finisse. On n'est pas loin de la fin. On avance gentiment. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup l'univers. J'aime beaucoup qu'ils prennent leur temps. Et moi, j'aime vraiment ça dans les séries. J'avais beaucoup aimé dans la saison 1 de Mandalorian. Je l'ai souvent dit. Je peux le répéter. J'aime cet aspect, mais c'est assez nouveau maintenant dans les séries, ils font ça. Avant, une série, c'était 42 minutes ou 20 minutes, et voilà. Et peu importe si on n'avait rien à raconter, toutes les saisons duraient... tous les épisodes duraient le même nombre de temps. Ben là, il y avait des épisodes de Mandalorian qui duraient 20 minutes. Et moi, je trouve ça vraiment trop bien. De dire, ben voilà, on n'avait rien de plus à dire que ça. L'épisode, pour raconter ce qu'on a raconté, il durait 25 minutes. Ben, ça a duré 25 minutes. Et je trouvais que ça donnait un rythme assez intéressant dans la saison, d'avoir des trucs de durée différents. J'avais vraiment bien aimé. Ça avait été vraiment le gros coup de cœur. Enfin, il y avait vraiment cet aspect-là sur la saison 1. L'aspect coup de cœur, on l'a regardé très vite. Voilà, l'aventure, on était en confinement. Enfin, voilà, le moment aussi où tu regardes est assez particulier. Donc moi, ça restera devant. Je mets Clone Wars derrière parce que... alors, j'ai vu que les 2 premières saisons de Mandalorian, mais il y a trop d'inégalités dans Clone Wars et les premières saisons. Même s'il y a des moments sympas, il y a beaucoup trop de moments purges, en fait. Enfin, purge, je suis un petit peu dur. Mais voilà, oui, il y a quelques épisodes longuets, on va dire. Des arcs narratifs qui sont un peu... bon, voilà, quoi. N'attends que le remake de Connor. Mais ça, le remake, il bat de l'aile en ce moment. Les séries très inégales, je trouve Boba Fett très cheap comparé aux autres. Ouais. Comme Leia. Ouais, non, voilà, après, c'est vrai qu'il faut il y a des choses inégales. C'est un peu ça, et c'est là où c'est frustrant aussi. Un truc qui est complètement mauvais, ben, il est mauvais, puis on n'en parle plus, et puis voilà. Mais là, quand vous avez des trucs qui sont bien, puis d'un coup, vous prenez une énorme claque parce qu'il y a un truc qui est complètement éclaté et qui marche pas du tout, ben, ça vous énerve en fait, parce que vous étiez en train de faire un truc bien et qui est tout vendangé, et il y a un peu ce problème-là. Et moi, je trouvais qu'il n'y avait pas trop eu ça dans la saison 1 de Mandalorian. On était que dans la découverte, un petit peu plus dans la saison 2. C'est ça. Moi, il n'y a pas un seul épisode qui m'a déçu dans la saison 1 de The Mandalorian. Ouais. Comme tu le dis, ils racontaient juste ce qu'il y avait à raconter, pas la peine de s'étendre en longueur s'il n'y a pas besoin. Ouais. Donc, c'est vrai que l'épisode le plus court, je crois, il fait 27 minutes, sans les crédits. Ouais, il y en a un très très court parce que... C'est vrai que tu restes un peu frustré, tu dis « Oh non, c'est déjà fini ». Oui, mais quelque part, en fait, si tu restes frustré, ça veut dire que tu l'as bien aimé. Oui. Donc... Plutôt que bon, c'est quand ouais, c'est ça. Il se passe quelque chose Non, voilà. C'est sûr. Donc, ouais, de ce côté-là, c'est vrai qu'ils sont bien menés. Bon, je vois que personne n'a répondu. Il y a eu quelqu'un qui a répondu Obi-Wan, mais il n'y a personne qui a répondu Book of Boba quand même. Non. Bah non, c'est vrai que c'est une série qui en plus est bizarre parce que les 2 meilleurs épisodes, c'est ceux qui volent la vedette, comme tu le disais tout à l'heure, à Boba Fett. On le voit pas du tout, quoi. On voit juste le Mandalorian, mais c'est les 2 meilleurs épisodes. Donc, ouais, de ce côté-là, ils ont fait une erreur. En fait, ces 2 épisodes-là, ils auraient dû les mettre dans la saison 3. Oui, il paraît qu'en plus, c'était pas du tout nécessaire de les mettre à ce moment-là, quoi. Donc, tu vois, un peu frustrant. Et par contre, je suis bien d'accord avec Turim, on peut reprocher beaucoup de choses à la série Obi-Wan et on l'a fait amplement. Mais par contre, le combat flashback Anakin Obi-Wan, enfin vraiment cet épisode-là avec les flashbacks et ouais, il est vraiment cool, quoi. Enfin,
Moi, j'avais trouvé ça vraiment sympa, ces petits parallèles qui étaient faits. Enfin, voilà. Un peu grossier les fils, mais voilà, c'était bon de retrouver les deux. Et tu sens qu'il y avait, Oui. même entre les acteurs, il y a une complicité, il y a quelque chose. C'était. Tout n'est pas à jeter. Hein. Oui. Tout n'est pas à jeter. C'est vrai qu'il y a quand même des, comme tu dis, il y a les flashbacks qui sont bien faits. Ça fait plaisir en tant que fan, en effet, de revoir Anakin et puis Obi-Wan. Oui. Avec cette petite relation maître-élève là, qui est quand même très rigolote. Puis tu sens qu'elle évolue au fil de l'épisode et au fil de leur combat. Enfin, je trouve que le truc était plutôt bien fait, plutôt bien amené. C'est ça, Antoine. On fait le top 3 des séries Star Wars. Pépito, tu gardes quoi d'autre? Rien ou presque? Ouais. Alors là, j'aurais pas tout le détail, mais effectivement, j'aurais pas 150 exemples de choses à garder, effectivement. Non, globalement, j'ai pas été très enchanté par la série. Il y a des trucs vraiment cool à des moments, mais tu reprends un truc un peu moisi juste derrière. Si, le personnage de Leia, l'enfant, est quand même... Elle joue bien. Elle joue bien, l'actrice joue bien. Il y a des bonnes punchlines. Il y a des bons mèmes qui ont été faits aussi dessus. On peut pas... Une bonne série, ça doit générer des bons mèmes. Et il y en a 2-3 des vraiment très sympathiques. Celui où il la regarde quand elle lui dit est-ce que je ressemble à ma mère, ou est-ce que t'as connu ma mère, et puis je sais plus ce qu'il lui répond. Obi-Wan lui répond un truc dégueulasse dans le mème. mais voilà. Enfin bref. Bref, on va enchaîner après cette petite respiration, et on va se lancer dans la saison 2 la saison 2 du Mandalorian. Raconte-nous un petit peu dans cette saison 2 de The Mandalorian, il continue un petit peu à construire le personnage, sauf que maintenant il a une quête, à savoir retrouver les parents de Grogu. En tout cas, des restes de famille, quoi, quelque chose. Quoi. Voilà. Ou en tout cas, quelqu'un qui puisse le prendre sous son aile et le former aux arts Jedi. Je me souviens pas. Voilà, à ce moment-là, il est conscient que c'est un Jedi. Il n'y a pas trop de doute, c'est ça? Ou c'est au début de la saison qu'il l'apprend? Je me souviens pas. Fin de la saison. Alors en fait, à la fin de la saison 1, il va chercher. Attends. Est-ce qu'il cherche des Mandaloriens? Non, il cherche. J'ai le doute, moi. Si, puisqu'il a... On voit déjà Bo-Katan dans la saison 1? En fait, il cherche des Mandaloriens. À la fin de la saison 1, il cherche des Mandaloriens qui connaissent des Jedi. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. En fait, il cherche, du coup... alors, il sait pas qu'elle s'appelle Bo-Katan, mais il va découvrir qu'il y a encore des Mandaloriens dans la galaxie qui ne sont pas forcément adeptes du credo. Voilà. Mais c'est pas grave, on leur pardonne. Et du coup, il va arriver. Alors, petit détour sur une planète pour escorter une maman lézard qui a sa dernière couvée. Voilà, et donc, faut absolument pas qu'elle meure, cette couvée, puisque c'est la dernière qu'elle aura. Et puis, c'est là qu'il va découvrir donc le fameux clan de Bo-Katan. Bo-Katan. Voilà. Donc, on apprend qu'il existe d'autres Mandaloriens et dont certains sont en train de se regrouper et de voler du matériel à l'Empire pour justement continuer une sorte de guérilla. Donc ça, c'est un épisode qui fait suite à ce qu'on avait vu dans la série Rebels, où on avait eu Sabine qui était retournée sur Mandalore. Sabine Mandalorienne, pour ceux qui n'ont pas vu Rebels. Voilà. Sabine Wren, une pure souche, qui va libérer son papa des griffes de l'Empire, qui va en profiter pour détruire une arme qu'elle avait fabriquée, qui permettait justement de griller les Mandaloriens, et uniquement les Mandaloriens à cause du Beskar. Donc voilà, et qui va du coup unifier d'autres clans Mandaloriens, dont celui de la sœur de Satine, à savoir Bo-Katan Kryze. Voilà, donc Bo-Katan qui vient à la rescousse de Mando et de Grogu, et qui lui dit, oui, il existe peut-être encore un moyen de retrouver des Jedi. Donc va sur cette planète et va chercher une dénommée Ahsoka. Ouais. Donc en effet, il va découvrir
enfin il va rencontrer Ahsoka, qui va lui dire que le garçon, il a un nom, que c'est Grogu, etc. Elle le connaît, c'est ça, ouais. Alors non, elle le connaît pas, Elle le connaît pas. elle va établir un lien psychique avec Grogu, et de ce fait, elle va revoir des bribes de son passé, et notamment, il va lui dire son nom. Pardon, je fais une aparté, j'ai une question, mais que j'aurais dû poser tout à l'heure. Le Mandalorien, du coup, on a le background de pourquoi il est plus en contact avec son peuple. Pourquoi? C'est juste qu'au détour d'une mission, il a trouvé Grogu et du coup, il retourne pas? Ou est-ce qu'il était déjà coupé de Mandalore? Non, en fait, il n'est pas coupé. Ce qui se passe dans la saison 1, c'est que quand il décide finalement de récupérer Grogu, t'as l'Empire qui de nouveau met une prime sur Grogu, et par extension sur la tête de Mando. Et du coup, il se retrouve aux prises avec tout un tas de chasseurs de primes, et ses frères mandaloriens qui se cachaient, puisque pour éviter toute représaille de l'Empire ou de la République, ils ont décidé de vivre cachés, et il y en a qu'un à la fois qui pouvait sortir de leur cachette. Donc finalement, ses autres frères de bataille décident de sortir de leur cachette, lui prêtent main forte, et lui, du coup, il s'enfuit. D'accord. Et après, on le voit dans la saison 1, il revient sur cette planète, sauf qu'il découvre que entre-temps, l'Empire est repassé par là et a nettoyé les égouts. Ouais, d'accord. Et la seule qui reste, c'est l'armurière, avec l'autre, là, Vizsla, mais je sais plus comment il s'appelle. Prévizsla Non, c'est pas Prévizsla, c'est machin truc Vizsla, avec son gros canon. Et à la fin de la saison, elle lui dit maintenant, ta quête, c'est de retrouver les parents de Grogu. Voilà. D'où le fait que dans la saison, il cherche à retrouver quelqu'un qui puisse le récupérer. Donc il va rencontrer Bo-Katan Kryze, qui va lui dire va sur cette planète rencontrer Ahsoka, et ensuite elle lui dit va sur cette planète, va trouver le temple, et puis avec un peu de chance, il y a un Jedi qui répondra à ton appel. Toc 3 fois, donc, et ça. Et là, gros cliffhanger, tu as un vaisseau qui apparaît. Ce vaisseau, on le reconnaît tous dans le ciel, c'est le fameux Slave One. Qui ne s'appelle plus comme ça. Il s'appelle plus comme ceci. Alors, il s'appelle le vaisseau de Boba maintenant. Hein. Alors, oui, mais il a un autre nom, mais ça, ce sera pour le quiz. Donc, on voit ce fameux vaisseau, et qui sort de ce vaisseau? Notre gros Boba. Notre gros Boba favori. Voilà, avec Fennec Shand. Et j'en reviens à la saison 1, parce que dans l'épisode qui se déroule sur Tatooine, où finalement Fennec Shand se fait abattre, Mando, lui, quand il revient, il voit le cadavre de Fennec Shand. Il y a l'autre jeune chasseur de primes, et puis finalement, il bute le chasseur de primes et il se barre. Sauf qu'à la fin, il y a une petite scène, donc ça se déroule un peu dans la nuit, et t'entends. Qu'est-ce que t'entends? T'entends les fameux éperons. T'entends les fameux éperons, et t'as un plan sur 2 pieds qui s'arrête devant le corps de Fennec Shand. Et là, forcément, tout le monde s'est dit, c'est Boba. He's back. Voilà, Boba is back. Et du coup, ça refaisait le lien avec, dans l'univers légende, une histoire qui nous racontait que Boba avait réussi à s'extraire de l'estomac du fameux Sarlacc. Et oui, parce que jusque-là, pour nous, Boba, il est au fond du Sarlacc. Voilà, il est au fond du Sarlacc, mais dans l'univers légende, tu avais eu, je crois, un comics qui nous montrait que finalement Boba réussissait à s'échapper du Sarlacc. Tu penses, le personnage était tellement admiré par les fans qu'il pouvait pas avoir une mort aussi lamentable que celle qu'on voit dans le Retour du Jedi, où t'as Han Solo qui est aveugle et qui lui met un coup de bâton qui fait déclencher son jetpack, qui se propulse et qui fait s'écraser. C'était un peu ridicule. C'est ça, mort extrêmement ridicule pour un personnage aussi emblématique. Donc, non, bien évidemment, il n'était pas mort. Donc voilà, du coup, on a dans la saison 2, on a le retour de Boba Fett, qui est le gros événement par rapport à la culture mandalorienne, puisqu'on
on raccroche des wagons. Mais oui. Donc le fameux, voilà, le fameux Slave One. Donc non, c'est pas dans le quiz. Il a été rebaptisé le Fire Spray Gunship. Ok. Entre guillemets. Voilà, le vaisseau de combat incendiaire en français. Très bien, l'occasion de sortir un nouveau set Lego avec la bonne appellation. Mais ils l'ont pas fait ça d'ailleurs, Si, je crois. Ah ben, alors moi quand je l'ai acheté, il y a le UCS qui est sorti il y a longtemps, il devait avoir encore l'appellation Slave One. Moi celui que j'ai acheté, il me semble bien, c'est un récent qui s'appelle Vaisseau de Boba. Alors je l'ai déjà monté, donc j'ai pas la boîte pas loin, il est derrière, mais... Ouais, mais au début, ouais, voilà, il y avait mais en anglais, il existe bien ce fameux nom pour le vaisseau de Boba Fett. Par contre, Nebobiman, je comprends pas ta remarque. Par contre, personne ne comprend comment le Sarlacc donne des kilos, mais on dira rien. Des kilos de quoi? Ça, des kilos de quoi? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Exprime-toi mieux. Donc voilà, c'est par rapport à la saison 2 de The Mandalorian, c'est tout ce qu'on peut dire sur la culture Mandalorian. Il n'y aura pas d'autre chose que Bo-Katan, le retour de Boba et le Slave One. Ouais. Très bien, je vais aller chercher le Slave One pour vous montrer à la fin. En tout maigrichon et ressort avec 10 kilos de plus. Alors, on dira que c'est après quand il a eu quelques années. Voilà. Ouais, voilà. Il a eu le temps de se renflouer un petit peu. C'est ça. Ah, sinon, c'est vrai que ça n'a pas l'air d'être la méthode la plus efficace pour perdre du poids. Je suis d'accord. Le séjour dans le Sarlacc. Il est resté un petit moment quand même. Non, t'es censé être digéré pendant 1000 ans. Hein, donc, Oui, exactement. Bon. Ok, je nous fais notre petite respiration. Oui. Elle va être plus courte celle-là. C'était un petit sondage rigolo là, voilà pour. Hop là, je finis de mettre mes yeux. C'était vous demander. Vous êtes plutôt quel team? Est-ce que vous êtes team Grogu ou est-ce que vous êtes team Mando? Voilà, dans les deux compagnons de virée. Donc hop, on va mettre avec sans faute d'orthographe, c'est encore mieux. Hein. Grogu ou Mando? Dites-nous voilà qui. Tac, là je vous laisse 3 minutes. Hop là. Toi, t'es team quoi? T'en as un à choisir. Ouais, moi je suis Mando, moi. Et team Mando? Ouais, parce que Grogu, ça fait encore un futur Yoda, tu vois. C'est comme ça en fait qu'il nous a été amené pendant les 2 premières saisons. Il est mignon, hein, il est très attachant. C'est vrai qu'au début, franchement, à la fin de la saison 1, tu sais pas du tout à quoi s'attend le personnage qu'on va voir qui est recherché. Puis après, tu vois cette espèce de couffin. Et là, tu vois un tout petit bonhomme qui est trop mignon. C'est vrai que il est attachant ce personnage, surtout quand tu vois après comment il est maltraité. C'est sûr. Antoine, il a trouvé, c'est la graisse de Sarlacc qui fait grossir. Mais hop là. Curie nous dit Grogu parce que sans lui, il n'y a pas d'histoire. Ah bah, c'est vrai qu'il a porté la série pendant quand même toute la première saison, hein, ça c'est clair. Puis une partie de la saison 2 aussi. C'est le petit, tu sais, ils font ça, là, les briquettes là. Donc t'as le petit berceau avec le petit Yoda, le petit Grogu. On en parle un peu de ça quand même, cette histoire bébé Yoda et tout. Moi, pour tout te dire, quand la série est sortie, comme d'hab, j'ai pas regardé tout de suite. J'ai laissé un petit peu de temps, etc. Et j'entendais parler de bébé Yoda, Je dis mais attends, mais j'ai rien calé en fait. La série, elle se passe 800 ans avant les films, tu vois. Enfin, j'étais vraiment paumé. Ouais, puis ça commence, et j'étais là, je dis mais putain, ça ressemble quand même à un truc post-empire quoi. Là, dans les trucs, ça a pas l'air d'être le délire République Galactique et tout le tintouin, ou alors c'est dans la bordure extérieure, ça n'existait pas et tout. Et il m'a fallu, enfin, je sais pas, à la fin, je crois que j'ai regardé les 2 premiers épisodes d'un coup. Et puis je poste un message, je sais plus quel Discord, je dis mais ça se passe quand en fait ce truc? Bah après l'épisode 6, ok, on est d'accord. Mais et du coup bébé Yoda, en fait c'est pas Yoda en bébé. C'était le surnom parce que et ça a été leur plus grande réussite c'est qu'il n'y a pas eu de spoil avant la fin de l'épisode 1. Il y a eu 0 spoil et ils le craignaient, hein, et ils avaient vraiment peur que quelqu'un balance la mèche.
Même au niveau des jouets, en fait, le personnage avait été repoussé pour pas que, justement, qu'il soit teasé avant l'épisode 1. Et finalement, bah, ça a fonctionné, hein, puisque personne n'a balancé la mèche. Ouais, Tout comme à la fin de la saison 2, avec le retour du tant aimé Luke Skywalker. Allez, ils avaient réussi à garder le secret. C'est ça. Je crois que je l'avais déjà montré, le vaisseau de Boba, il me semble, autrefois. Je me rappelle pas. Ah ouais? Je voulais le montrer, je l'ai pas fait. C'est assez rigolo avec les petits trucs qui tournent, etc. Je pense que je vais le laisser un peu à mon fils pour qu'il joue, parce qu'il y a plein de... Il y a plein de pistolets de partout. C'est assez rigolo. La forme est sympa aussi. Et pareil, c'est en UCS, il fait rêver. Il est monumental. C'est exceptionnel. Mais... Hop là. Mais ouais, mais je trouve ça... C'est vrai que ce côté... Enfin voilà, ce côté bébé Yoda. Et puis de ne pas lui donner de nom que la première saison. Pour au final, on n'a pas le choix de l'appeler... Enfin, faut l'appeler The Child, quoi. Je sais pas comment il l'appelle en français. L'enfant, il l'appelle tout simplement, ouais. Donc voilà, soit tu l'appelles The Child, soit tu l'appelles l'enfant, mais c'est un peu naze, du coup c'est bébé Yoda partout. Donc qu'est-ce que ça dit le sondage? Alors 3 Mando de gros goût. Voilà, la communauté a parlé, ça sera Team Mando. Moi je suis plutôt Team gros goût, moi. C'est comme ce qui a été dit dans les commentaires, voilà, sans lui il n'y a pas d'histoire, et puis c'est vraiment les bonnes vannes, les comportements. C'est lui qui passe. En fait, sans gros goût, au-delà du fait qu'il n'y ait pas d'histoire, c'est un mercenaire qui part à l'aventure et qui soit qui bute des gens, soit qui mène des quêtes. Enfin voilà, c'est du classique. Et en fait, en apportant ce petit personnage où des fois il est trop mignon, des fois il est espiègle, des fois il lui sauve les miches, des fois il s'attache à lui alors qu'il pensait pas. Enfin, tu vois la fameuse scène où il s'accroche à son doigt dans l'épisode 1. Enfin voilà. C'est lui qui rend certaines scènes sans parler, sans quasiment rien faire. C'est très fort d'arriver à faire ça avec ce genre de personnage. De toute façon, la série est forte. T'as un qui parle pas et un qui a un masque. Et t'arrives à faire des émotions. C'est fort. Ça veut dire que les gars qui ont réalisé sont quand même plutôt balèzes. Les marionnettistes sont talentueux, hein, parce que tout le jeu d'expression qu'ils arrivent à lui donner, avec son regard, sa tête qui s'incline, les oreilles qui bougent. Et puis c'est un personnage qui est espiègle, qui te fait rire en fait. Parce oui, c'est ça. Il en fait des conneries. Mais tu vois, quand je parlais de l'émission auquel j'avais participé, là, comment est-ce qu'ils ont fait ces cons, ils parlent des making-of. J'avais regardé celui de Mandalorian, il avait fait aussi l'épisode 9 de Star Wars. Il a fait les 3 derniers Star Wars. Après, il fait plein d'autres films, j'ai pas regardé parce que les films me parlent pas trop. Mais en fait, ce qui est fou, il parle pas mal des marionnettistes, etc. Et il y a Babou Frick aussi dans l'épisode 9, il en parle. Et c'est vraiment rigolo, en fait, les animatronics, là. Donc c'est pas de l'image de synthèse, c'est des vraies petites marionnettes qui bougent, etc. C'est exceptionnel, les trucs qui sont montrés là-dessus, c'est waouh, les gars ils sont trop forts, quoi. Effectivement, comme tu dis, les mimiques, les gestes, les trucs. Je crois que le Babou Frick, ils sont 17 ou 18 à le marionnetter, je sais pas comment on dit. Peut-être que le chiffre dit beaucoup trop, mais ils sont pas deux, quoi. C'est tout ce que j'ai retenu, c'est qu'ils sont beaucoup trop par rapport à ce que je pensais. Donc c'est... Et dans le making-of, justement, à la base, il était prévu que Grogu, il soit en image de synthèse. Hein. Ah ouais? Ouais, sauf que t'as le marionnettiste de Yoda, de l'époque, qui était venu sur le plateau et qui leur a dit « Mais les gars, arrêtez de vos conneries, faites une marionnette. » Donc les gars étaient un peu sceptiques, et puis ils ont dit « Bon, ok, on va faire un test. » Et puis quand ils ont vu le succès qu'avait la marionnette, ils se sont dit, oui, en fait, c'est lui qui a raison. On va abandonner tout de suite. Ouais, c'est clair. T'as ta caméra. Ok. Voilà, hop là. C'était le temps de se mettre à jour. Je sais pas si t'as vu le message de Eniria. Le vaisseau Slave One dans Lego, je l'avais offert à mon chéri. Mon chat l'a fait tomber de l'étagère à 5h du mat. J'ai passé 2 ou 3 heures à le remonter. Ah, mais c'est le plaisir. T'as pu jouer 2 et on peut jouer 2 fois avec. C'est ça qui est cool. Bon voilà, il est fini ce Mandalorian. Enfin, il va y avoir le casque dans le salon. Ma femme va être ravie. J'arrive pas à le cadrer comme il faut. On va enfin l'avoir. Faut que j'approche un tout petit peu d'ailleurs, c'est un peu flou. Voilà, à construire du grand classique. Le rendu, je le voyais un poil plus grand. Là, après, il fallait pas non plus s'attendre à un truc gigantesque. Mais c'est vrai que là, il tient dans la main. Je sais pas, attendez. Je vais mettre un...
Alors, c'est vrai que c'est la même tête, donc il n'est pas censé être plus grand. On a vraiment quelque chose qui est d'une taille similaire. Mais je sais pas, avec comment il est représenté sur la pochette, comment on l'a, je m'attendais à un truc plus grand, je sais pas pourquoi. Donc au final, voilà, ça tient dans la main. Ça aurait été plus... Voilà. Après, est-ce que c'est au niveau des proportions où il n'est pas assez haut par rapport à ce qu'il est large? Est-ce que c'est ça qui me fait... la couleur aussi qui fait ça. Est-ce que c'est ça qui me fait bizarre? Mais voilà, je sais pas où est-ce que c'est, comment il est fini au bout, mais j'aurais vu un truc un petit peu plus grand. Après, à construire, c'est exactement comme les autres. Bon, il y a les petits là, ça ici, ça change un petit peu là, ce qu'il y avait ici, mais c'était relativement facile à construire quand même. Après, voilà, il reste quand même d'un joli effet dans le salon, il sera magnifique. On dirait que comme le ouais. Turim, voilà, c'est ça, on dirait les pièces qui sont lisses comme ça et qui font métalliser, ça rend vachement bien. En plus, en fonction de la manière dont tu le bouges, tu dois avoir une lampe bleue au-dessus de toi, je sais pas, mais on a des reflets bleus sur le casque et c'est assez joli. Non. Bleu. Ouais, bouge pas. Ah non, mais non. Oui, bah oui. En vois, fait, c'est ce que ça reflète. Non, c'est mon écran qui doit renvoyer ça effectivement. Okay. Là, tu vois, si je suis là, le mur il est blanc, du coup on a bien du blanc. Mais là, je suis vers l'écran et l'écran il affiche il affiche même pas du bleu, mais pour une raison, ça doit renvoyer ça. Mais salut local, bienvenue. Le gros coup Lego est pas très beau par contre. Ouais, celui que je vous ai montré, il est clairement moche. Il est là pour le bout. De loin, ça passe. De toute façon, tout ce qui est... ils ont fait le Yoda en... Mais je crois qu'il y a le gros goût aussi en gros Lego. Il y a le Yoda. Tout ce qui est personnage, ça rend pas. En casque comme ça, enfin en truc, c'est moche. Là, il y a le R2 qui me fait de l'œil. J'en vois plusieurs sur le bon coin. Je pense qu'à un moment, je vais craquer. Et voilà, ça passe bien. C'est les droïdes, c'est des pièces où ça n'a pas besoin d'être réaliste. C'est carré, ou alors c'est lisse, voilà. Mais une peau humaine, il y a des enfin humaine, enfin en tout cas vivante. Ouais, il y a des choses, il y a des mini-rides, des choses qu'on peut pas faire en Lego et ça marche pas. Les trucs un peu trop réalistes. Enfin voilà, ils vous feront jamais un... Je sais pas, j'imagine, on pourrait se dire un Chewbacca. Ah, mais alors laisse tomber les poils, quoi. Ça marchera jamais, quoi. Donc je sais pas pourquoi ils les font. Je les trouve vraiment moches. Ça doit quand même marcher, ils doivent en vendre. Mais... Bah oui, parce que c'est gros goût. En fait, ils savent qu'il sera moins joli, mais tu peux pas passer à côté de ce personnage-là. C'est clair. Yarlen, dis-moi, est-ce que si je t'envoie sur le quiz plutôt que sur la saison 3, ça t'embête? Non, il n'y a pas de souci, comme ça évitera les spoils. Et on fera... Ceux qui n'ont pas vu encore la saison 3. Et quand j'aurai acheté le Razor Crest UCS, on parlera de la saison 3. Ok, ça marche. Par contre, faudra en parler pendant bien 4-5 heures, à mon avis. Ouais. Il y aura moyen, mais en effet, ça prendra plus d'une émission. Alors, dis-nous tout pour le petit quiz pour terminer. Donc un petit quiz basé sur nos 3 personnages préférés, Boba Fett, Jango Fett et le Mandalorien. Alors, première question. Combien de fois Din Djarin a-t-il enlevé son casque devant quelqu'un dans la série The Mandalorian? Devant quelqu'un? Je sais pas, 2 fois? Moi, je suis sûr de une. Dans la saison 1, là. Et après, dans la saison 2, je crois pas. Turim, j'ai dit devant quelqu'un. Ah Non, il y en a un, il le fait devant... La saison 1, il le fait une fois devant personne. Quelqu'un... Alors, devant personne, ça compte pas, puisque c'est pas ça. Devant quelqu'un. Mais pour se brosser les dents, typiquement, il faut l'enlever. C'est quelqu'un. Alors, quand je dis quelqu'un... c'est pas forcément organique. Hein. Sur fin de saison 1, quand il est tout dans la merde, là, il l'enlève. Il le fait au milieu de la saison 1, quand il est sur la planète où ils se battent contre le marcheur. Là. Mais je sais pas si quelqu'un le voit ou pas. Peut-être un enfant le voit de loin, je crois. Si vous préférez, je vais dire devant quelqu'un ou quelque chose. Quelque chose? Oui, parce que certains, en fait, considèrent que quelqu'un ne comprend que les êtres vivants. Un droïde? Devant IG, donc, il le fait, ouais. Après saison 2, je crois pas qu'il l'enlève. Ah, je me souviens plus. La saison 2, je m'en souviens un petit peu moins que la saison 1. Bizarrement. Du coup, ça doit être plus si t'as pas dit qu'il y avait la bonne réponse. Moi, j'ai dit 2.
Je n'ai pas la bonne réponse. Combien de fois il enlève son casque devant quelqu'un ou quelqu'un d'organique ou droïdique? Mon fils est derrière moi, il me fait des grands gestes et puis il me montre le chiffre exact. Ça va. Je connais bien. C'est bon, il est worthy de la famille. Alors, ce sera Antoine. Antoine the Dark, bravo. Tu as la bonne réponse. 3. On a 3. Saison 3 comprise. La première fois où, en effet, il va retirer son casque, c'est dans la saison 1 face à IG 11. Quand il est blessé, il dit abandonne-moi, machin truc, et puis le droïde lui enlève son casque, il dit non, je vais te soigner. Et l'autre lui dit non, je peux pas, j'ai pas le droit. Et l'autre lui dit de toute façon personne ne le saura, et puis je suis un droïde. Donc ça c'est la première, d'accord. La deuxième, n'oubliez pas, c'est dans la saison 2, lorsqu'il a infiltré la base de l'Empire avec son équipe, Fennec Shand, etc. Elle est à l'extérieur, mais lui, il est avec un des mercenaires qu'il avait fait emprisonner par la République, et où il va sur un poste de commande pour aller chercher des informations, et pour y rentrer, il est obligé d'enlever son casque. Donc ça, c'est la deuxième. Et la troisième, toujours dans la saison 2, c'est à la fin, quand il y a Luke Skywalker qui revient chercher Grogu, et avant de dire au revoir à Grogu, bien sûr. Il enlève son casque, et il le regarde dans les yeux. C'est vrai. Et pourtant, celle-là, on aurait dû s'en souvenir. Très bien. Voilà. Donc, 1 point pour Mister Antoine. Alors, passons à la question suivante. Quel est le nom du clan que forment Grogu et Din Djarin? Aucune idée. Le clan Pain, je dirais, voilà, pour faire une blague naze. Non, c'est pas le clan Pain. Attention, je veux la bonne orthographe. Din Grogu. Les boss, tu sais, comme quand il faut choisir des noms d'équipe quand t'es au collège. Ça s'appellera les boss. Alors, c'est Turim qui a la bonne réponse. C'est le Mudorn, c'est ça. C'est joli. Dans la saison 1, après que il est tué, donc c'est dans l'épisode 2, je crois, quand il tue le Mudorn, et qu'il revient voir l'armurière en lui disant non, tu peux pas, j'ai pas de symbole encore parce que le Mudorn, on m'a aidé, c'est mon ennemi qui m'a aidé à le tuer. Et c'est après qu'elle lui dit, bon bah, quand elle lui reforge son armure, bon bah finalement tu auras le symbole, quand tu reforges son épaulette, tu auras le symbole du Mudorn. Voilà. 1-1. C'est l'icône de l'aspect de l'armurière, c'est vrai ça? Attends, je vais aller regarder. Oui, c'est vrai. Si. Il a tout à fait raison. Je vais aller regarder ça. Allez, question suivante. Alors attends, qui c'est qui avait écrit Ah oui, effectivement. C'est vrai que ce petit truc, j'avais jamais fait gaffe. Earn your signet. Alors, question suivante. Là, ça va être pour les fans qui connaissent l'univers légende. Qui a fabriqué le sabre noir? Je veux la bonne orthographe. Là, tout à fait. Je vais regarder si c'est pas dans la réponse, c'est pas dans les kits de Star Wars. Bien, ce sera Real Celeste qui a répondu correctement. Voilà, c'est Tar Vista. Voilà, il y a 1000 ans avant la bataille de Yavin. Solide. Donc oui, c'est bien un des membres du clan Vizsla. Et c'est comme dit Nemo, c'est le seul Jedi mandalorien. Exactement. Non mais Taré, c'est plus rigolé que Tar. C'est Taré Vista, il est déglingué. Il n'a rien à faire, un fou. Question suivante. Citez, alors attention, hein, là faut être un bon.
On va voir si... citez 5 armements ou équipements de l'armure de Jango Fett. Donc vous me les citez les 5 en même temps. Hein. Ah, les 5 en même temps. Ah, attends, je réfléchis. Rappelle-toi l'épisode 2, on en voit un certain nombre. Après, quoi, le casque, ça compte par exemple? Oui. Non. Ah, le casque. Ah merde, bah, j'ai... Alors, le jetpack, ok. Lance-flamme, ok. Pisto, ok. Ouais, Missile dans le dos, ok. Et le grappin ou l'assaut, en effet. Tu rimes, t'as été le plus rapide. Bravo. Wow. Il avait que 4 en dessous sur Antoine. Ouais, il t'en manque un, Antoine. Roquette, lance-flamme, jetpack. Alors, donc, je vais vous les citer. On a les lames qui sont les lames du gant. Rappelez-vous, quand il glisse sur le dôme après son combat contre Obi-Wan sur Kamino. Ah oui, il a raison, Nemo Obi-Wan, il était devant. Hein. Roquette, lance-flamme, grappin, lame et blaster. Il a répondu j'ai pas vu. Même aussi, comme toi, en fait, ça a apparu. Ah ouais, c'est bien. Ça a apparu après. Ok, bah oui, tu as raison, Nemo Obi-Wan, t'es bien devant. Donc toi, t'as dit roquette au dos, lance-flamme, grappin, la lame et un blaster. Alors, c'est 2 blasters. En fait, il est équipé de 2 blasters. Donc, je disais, la lame dans le gant, le lance... Alors, n'oubliez pas aussi, il a le lance d'art quand il assassine Zam Wesell. Il lui envoie un petit truc dans le cou. Voilà, c'est son lance d'art. Il a le lance-filin. Il a donc son lance-missile, donc missile à concussion ou explosif. Il y a le pack dorsal. Et il y a les blasters Westar 34, si on veut être précis. Oh, vous êtes bon. Hein. Franchement, sortir les 5, parce que moi j'aurais dit le casque, l'armure, le pistolet, et la petite barre de céréales en cas de coup dur, et si j'avais le jetpack. Ah, par contre, non, en fait, je vais pas l'accorder à Nemo Obi-Wan, et je peux pas non plus l'accorder à Turim, parce que normalement, Jango n'a pas de lance-flamme. Et pourtant, SP2 dans Star Wars Les Rois de la Galaxie proposait la brûlure. C'est vrai. Mais comme ça avec le bras devant. Bah si, oh, attention, alors là tu te mets la commu à dos, là. Attention à ce que tu fais. Windu perd son manteau dans l'épisode, il brûle masse. C'est vrai. Ah oui, c'est à cause de ça. Donc si, oui, il y a bien le lance-flamme. Donc j'ai rien dit. Ah mais c'est bien, ça fait réagir le chat, c'est très bon pour le référencement, ça c'est... Tout à fait. T'avais combien de questions encore? Ah bah il m'en reste plus beaucoup. Très bien. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on a fait la moitié. Ça marche. Donc oui, ça faut que je le rajoute parce que oui, c'est bien ce qui me semblait. Il y a bien le lance-flamme. Et puis oui, dans le jeu. Tac. Combien de temps est resté Boba Fett dans l'estomac du Sarlacc? Pas 1000 ans, ça c'est sûr. Non, pas 1000 ans. Sinon je serais mort. 2 semaines? Non. C'est dans l'épisode, dans la saison 3 qu'on sait ça ou dans Book of Boba? Alors, dans Book of Boba, je m'en rappelle pas, mais en tout cas dans les autres supports, on a... on nous dit 1 mois, 1 semaine, 3 semaines. C'est plus long. Ah, plus long. Ah oui. 1 an. C'est encore plus long. Ah oui. 83, le retour de Jedi 2022, donc 39 ans, local. Très bonne réponse. Non, même pas 2 heures. 27 ans, 7 mois. 0, il est tombé à côté en fait. On a cru, mais non. Personne ne l'a. J'ai l'impression que personne ne l'a. Donc je vais le dire. Non, il est resté 5 ans dans l'estomac du Sarlacc. Quand même. Ouais. 2 kilos par an, il a pris. Non, 5 ans, il n'y a rien. Voilà, c'est le chiffre officiel qui est donné. Très bien. Un peu de recherche. Donc voilà, question suivante du coup. Combien d'acteurs jouent le rôle de Din Djarin